Les amis, bienvenue à la maison et bienvenue dans un nouvel épisode de Welcome Home. Aujourd'hui, mon invité, c'est Dawila Salmi, experte en éloquence et en leadership féminin. Elle aide les femmes à porter leur voix, à s'exprimer avec puissance et authenticité et à prendre leur place dans des environnements où on est souvent sous-représenté. Dans cet épisode, on va parler de communication, de spiritualité, d'impact, de l'importance de porter sa voix et surtout comment porter sa voix en tant que femme quand on a eu l'habitude de ne pas être écoutée, de ne pas être entendue et de ne pas être prise au sérieux. C'est une véritable pépite et une mine d'or d'informations si t'es une femme qui a envie d'assumer et d'affirmer sa puissance et son charisme. Avant qu'on démarre, j'ai une petite faveur à te demander. Si le podcast t'a plu, s'il a résonné avec toi et s'il t'a apporté des clés qui te donnent de la valeur, je te serais très reconnaissante de t'abonner à la chaîne YouTube et de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide le podcast à prendre en visibilité et moi, ça me donne la possibilité d'avoir accès à des invités auxquels j'aurais eu difficilement accès sans ton aide. C'est parti, on retourne dans l'épisode. Dawila, merci d'être venue sur mon émission. Je suis trop contente de t'avoir sur Welcome Home. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas forcément ton parcours, ton histoire, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir sur ton enfance, sur ton parcours, pour comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu accompagnes des femmes à reprendre leur leadership féminin, à oser communiquer, prendre la parole. Merci beaucoup, Mariam. Je suis ravie aussi d'être à tes côtés pour échanger sur des sujets diversifiés. Qu'est-ce qui serait intéressant de savoir sur moi qui pourrait aider l'auditoire à prendre sa place, tout simplement, on va dire ça comme ça. Moi, je suis une ancienne bègue, donc j'ai eu pendant des années des problématiques dans ma communication. J'avais également un trouble autistique et je parlais avec beaucoup de logorée, cette capacité, tu sais, à ne pas savoir assimiler certains mots qui étaient dans ma tête et aller retranscrire de manière claire. Et j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas tant une problématique technique ou en lien avec la mâchoire, c'était plus une problématique intérieure. C'est-à-dire, quand tu dis bègue, c'est tu J'avais bégayais? une problématique pour exprimer mes idées sans... en fait, ma pensée allait beaucoup plus vite que mes mots. Donc du coup, il fallait que je rattrape la pensée. Mais ça, c'est un trouble autistique en tout cas un trouble du langage, qui m'a été transmis par ma maîtresse au CP. J'avais 6 ans, je parlais trop apparemment, et j'ai pris une gifle à 6 ans. Et ça m'a complètement empêchée par la suite de parler, et j'ai construit une personnalité où parler était égal danger, danger égale menace, menace égale défense. Et donc du coup, j'ai fait des années de boxe pour me défendre parce que je ne supportais plus de vivre cette blessure du rejet, cette blessure du tais-toi, cette blessure d'humiliation. Et pendant longtemps, grâce à cette aventure, j'ai pu déployer mon leadership à l'intérieur et de me construire une nouvelle identité. Mais avant ça, donc moi je suis d'origine algérienne, mais si je devais aujourd'hui dire en quelques mots qui je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine et qui exerce plusieurs fonctions. Voilà, je suis mariée depuis 17 ans, j'ai également la fonction de maman, je suis également actuellement, donc j'exerce la fonction de business mentor, de consultant soft skills, de formatrice en art oratoire et de coach, executive coach en leadership et à tout ce qui touche à la communication, mais sous le prisme 360. Et ma petite particularité, c'est qu'il y a toujours de la psychospiritualité et de la métaphysique, des sciences, pour relier la science à la conscience. Ça, c'est super important pour moi parce que je pars du principe qu'une spiritualité qui ne te sert à rien, bah, ça sert à rien de l'incarner dans le quotidien. Voilà, en gros. Complètement. Et du coup, je serais curieuse de savoir, toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'apprendre à t'exprimer? Parce que tu vois, c'est intéressant que tu dises que Ouais. avant, tu as eu cette expérience au CP qui a été traumatisante et tu as commencé à faire de la boxe, à apprendre à te défendre, à prendre de la place. Mais tu vois, quand on te voit aujourd'hui, on se dit, mais elle est tellement à l'aise, elle parle tellement bien. Mais c'est vrai, tu vois. Et en préparant l'interview, je me disais, mais est-ce qu'elle a déjà été timide? Est-ce qu'elle a déjà été mal à l'aise? Tu vois, Ouh, ça me paraissait tellement fou. Qu'est-ce si, qui a si. changé pour que tu puisses justement commencer à incarner cette version de toi qui ose et qui est plus à l'aise Eh bien, c'est de faire des erreurs. Ça a peut-être choqué beaucoup de l'auditoire, mais ce que je dis souvent à mes filles, parce que mes filles ont tendance à un peu trop m'idéaliser, et je leur dis, maman a fait énormément d'erreurs. Moi, je me suis déjà évanouie devant un public, en plein discours. Je me suis déjà retrouvée à quitter et à fuir une scène. D'accord. Et c'est toutes ces expériences qui m'ont permis de me remettre en question et de comprendre pourquoi je fuyais.
Parce que quand on ne prend pas la parole, on n'existe pas. D'ailleurs, c'est une de mes citations. Prendre la parole, c'est exister. S'exprimer, c'est exister. Et pour prendre sa place, il est important de prendre la parole. Quand tu prends la parole, tu vas transformer une pensée fossilisée. Tu es d'accord avec moi, Mariam? Quand la pensée est dans la tête, elle n'existe pas. Tant qu'elle n'est pas mise dans la matière, tant qu'on ne la manifeste pas, on ne peut pas créer la vie que l'on veut. Donc, pour moi, j'ai compris que sans prendre la parole, la pensée crée, le verbe manifeste, il était impossible de vivre ma best life. J'ai toujours été une grande rêveuse. Depuis toute petite, je me vois sur scène. Sauf que moi, j'ai fait une carrière dans le milieu des affaires pendant presque 20 ans dans des fonctions opérationnelles et managériales. Pendant 20 ans, j'ai fait de l'analyse financière, de l'ingénierie fiscale, de l'ingénierie patrimoniale, de l'ingénierie financière. Je l'ai déjà dit, patrimoniale, fiscale et financière. Et j'ai fait des métiers très, très masculins. Et pour te défendre, tu as intérêt à avoir une langue. Surtout dans les métiers où il y a de la finance, parce qu'il y a une jante masculine extrêmement importante et qui sont dans leur pouvoir masculin, en toute leur virilité. Du coup, quand tu arrives dans ces milieux-là, parce que moi, je l'ai fait pour mon papa, qui est décédé quand j'avais 20 ans. Donc, si tu veux, moi, j'ai beaucoup de petites épreuves comme ça, même si ce n'est pas des épreuves, mais c'est des expériences qui ont fait que je me suis fait violence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon père m'a laissé avec une phrase. Il m'a dit, « Ma fille, si j'avais eu les moyens, je t'aurais mis à Harvard. » Cette phrase, Myriam, elle m'a traumatisée. Et à 20 ans, quand tu dis ça à une jeune fille de 20 ans, tu lui ouvres une ligne de temps où elle dit, pour faire plaisir à papa, eh bien, je ne ferai peut-être pas Harvard, parce que mon papa est parti à 20 ans, mon père est décédé, eh bien, je ferai Dauphine. Parce qu'à l'époque, c'était la seule école de commerce qui avait pignon sur rue et qui était extrêmement, qui avait une très forte légitimité. Et je me suis dit, bah, écoutez, elle est gratuite, donc je vais quitter la Sorbonne, je vais rentrer là-dedans. Et c'est là aussi, j'ai appris. J'ai appris à me défendre, j'ai appris à m'exprimer. J'ai pas eu le choix, en fait, qu'à un moment donné, j'ai dû sortir mes dents. Quand on m'a dit, tu vas faire un stage en finance de marché, et quand j'ai commencé par le trading, et que tu te retrouves avec des hommes, voilà, moi je suis une blanc-bec aux yeux clairs, on va le dire ça comme ça, on te sort des petits noms d'oiseaux très mignons, il y a un sexisme incroyable dans ces milieux-là. Si à un moment donné, excusez-moi, s'il n'y a pas mon côté algérien qui ne sort pas de ma bouche, c'est compliqué de se faire respecter dans ces milieux-là où 99% de la clientèle, elle est masculine. Tu vois. Donc, si tu veux, c'est la vie. Comment j'ai fait? C'est la vie. Et à un moment donné, maintenant, avec tous les outils que j'ai, je me dis, mais si mon père m'avait jamais dit ça, j'aurais jamais été développer ces compétences-là, je me serais jamais retrouvée à faire des erreurs, je me serais jamais formée, parce que moi, à 20 ans, j'ai suivi une thérapie. Quand tu as 20 ans, dans les années 2000, il n'y a pas de ChatGPT, tu n'as pas TikTok, on n'a pas des Mariam de ton âge qui nous disent comment se libérer de nos blessures. Non, il n'y a pas tout ça. Tu n'as pas YouTube, tu n'as pas ça. Tu as des psys, tu as des thérapeutes. Donc, je n'ai pas eu d'autre choix que de me dire, pour ne pas montrer ma faiblesse et ma fragilité dans ce milieu d'hommes, eh bien, je vais me former. Donc, dès que j'avais un peu d'argent, je l'investissais pour me former. Et j'ai commencé à prendre goût et à aimer ça. Et je me suis rendu compte que l'on me respectait quand j'ouvrais tout simplement mon verbe. Quand je proposais mon verbe à mon auditoire, on commençait à me respecter, à m'écouter. Et là, j'ai compris que j'avais quelque chose de plus parce que j'étais dans l'instant présent. S'exprimer, c'est exister. Et j'existe à travers la parole. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si, si je suis partie en digression, mais en gros, c'est ça. Et tu vois, je suis curieuse que tu nous dises aussi, avec ton expérience, avec toutes les femmes que tu as accompagnées, oui. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui se disent génial, c'est hyper inspirant, mais moi, tu vois, je sais pas si je suis aussi charismatique que Dawila. Tu sais, j'ai pas forcément ces traits naturels. Je suis plus réservée, je suis plus timide, mais en même temps, je souffre qu'on ne me respecte pas, qu'on ne m'écoute pas. Est-ce que la capacité à être écoutée, à être respectée, à être charismatique, c'est quelque chose qui s'apprend? Ou est-ce que selon toi, on a peut-être des capacités, des traits un peu innés qui nous aident et qui nous donnent un avantage? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer à tout moment? Alors, ma réponse ne concerne que moi, dans le sens où j'ai pu accompagner depuis maintenant 2016-2017 plus de 3000 personnes. Et j'ai vu, donc là, je vais m'appuyer sur ces preuves, d'accord, organiques. Moi, je suis tombée sur des femmes, elles arrivent avec le dos renfrogné. Elles ont subi attouchement sexuel. Elles ont subi des traumas, t'as même pas aidé, Mariam, c'est innommable, d'accord? Des fois, je me dis, mais 99% de ma population a subi des gros traumas très, très, très lourds. Aujourd'hui, elles ont des business, elles dégagent entre 30 et 40 000 euros par mois. Elles ont un chiffre d'affaires florissant. Elles ont de l'impact.
ma croyance à moi, elle est purement spirituelle. Il n'y a rien de rationnel. Et pourtant, à la base, moi, bac scientifique, etc. C'est quelque chose qui est inné, Mariam. Pour moi, la communication, c'est pas juste parler, c'est être dans toute sa vibration. C'est être le plus sincère, le plus authentique possible. C'est une puissance qui, pour moi, qu'importe vos croyances, la source là, moi je l'appelle Dieu, d'accord, c'est clair. C'est une verticalité. Il te l'a mis en toi, dans ton cœur. Sauf que, comme le disait Rumi, il y a des voiles. Il y a des voiles entre toi, ce que tu penses être aujourd'hui, et ce que tu es véritablement quand tu es descendu de ce ciel, de ce paradis, appelez-le comme vous voulez, jusqu'ici, dans cette vie manifestée, moi, chez toi, chez Welcome Home. Il y a énormément, tu vois, de voilements. Et ça, c'est ça qu'on travaille. Les personnes, quand elles viennent chez moi pour prendre la parole, travailler un discours, faire un TEDx et qu'importe, je leur dis, OK, très bien, on va aller travailler ton discours intérieur. D'où tu viens? C'est quoi ta relation avec ton père? C'est quoi ta relation avec ta mère? T'es la combienième de la fratrie? De quoi tu as peur quand tu prends la parole? Tu sais, j'ai accompagné des personnes, je parlais du monde musulman, elles avaient des niqabs. Elles maîtrisent le Coran comme personne. Elles ont des lijazas, je ne sais plus comment on appelle ça. Elles maîtrisent. Et quand tu leur dis prends la parole, elles sont en PLS. Et moi, je ne comprends pas. Pareil, j'ai accompagné des évangélistes, des chamans, des personnes avec une espèce de puissance. Quand tu les mets devant un micro, il n'y a plus personne. Je me dis, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait qu'à ce moment-là, tu n'as plus de verticalité, tu n'as plus ton leadership, tu sais plus gérer tes émotions. Il y a papa, maman, toutes tes blessures, toutes les critiques, tous tes traumas quand tu avais 8 ans, 10 ans ou 5 ans, de 0 à 13 ans. Tu as tout ça qui arrive en toile de fond. Tu sais, c'est un arrière-plan. T'es nul, tu peux pas, t'es pas légitime. Et qu'est-ce que va penser la communauté? Et t'es pas assez belle. Tu as toutes les critiques de tes parents. Tout ça, je le vois dans la manière, dans le langage non verbal, dans l'énergie de la personne. Et bien, je me dis, c'est ça qu'on va travailler. On va aller creuser, plonger et on va libérer. Parce que je fais de la thérapie neuroquantique. Et on va libérer tout ça. Et là, tu sais ce qui se passe? Ces personnes-là ont parfois peur de cette version. Et ce dont je me rends compte aussi, c'est les idoles. Intéressant. Parle-nous de ça. Moi, ça m'intéresse. Ok, attends. Est-ce que j'ai bien capté? Est-ce que ce que tu entends par idole, c'est parce que moi j'ai beaucoup cheminé là-dedans ces derniers mois, donc c'est intéressant qu'on en parle. C'est que moi j'ai beaucoup mis sur un piédestal certaines personnes. J'ai beaucoup idéalisé certaines personnes, d'ailleurs des personnes qui ont peut-être 10-20 ans d'expérience dans la prise de parole, dans le podcast, dans d'autres domaines. T'as quel âge, Mariam? 29 ans. Ah, t'es jeune. Et je me disais, mais ces personnes-là, elles ont quelque chose, je les mettais vraiment au-dessus, tu vois. Et je me suis rendu compte que ça me freinait moi-même dans mon expansion. Wow. C'était vraiment, en fait, une prise de conscience que j'ai eue. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Tout à fait. Okay. Ça, ce sont des idoles. Là, c'est en lien avec des croyances. Tu as idéalisé tes pères, P-A-I-R-S. Ça vient aussi de ton éducation, etc. De la culture, du lieu géographique. Enfin, il y a énormément de choses. Moi, je connais bien la culture africaine, si tu veux, toutes les idoles africaines, on va dire. Il y en a plein. Donc, effectivement, il y a le système de pensée et la projection que tu as sur les gens. Et puis, tu vois, un beau matin, tu les rencontres. Ça fait comme un effet soufflé. Finalement, ça va. Ça va, je suis pas mal, tu vois, c'est un peu ça. On est d'accord ou pas? Tu dis, finalement, j'ai pas moins d'impact que, tu vois. Donc, c'est la confrontation qui va venir réhabiliter ce que tu es véritablement. Juste pour revenir à la première question et faire le lien avec cette question-là, tu dis les personnes qui pensent ne pas avoir de charisme. Moi, je pense que c'est inné, mais nié. On est dans une société, Mariam, où on nous manipule avec la peur. Si tu veux manipuler quelqu'un, manipule ses émotions. Prends le contrôle de ses émotions. Fais-lui croire qu'il n'a pas de pouvoir dessus. Prends son plein pouvoir. Si tu veux prendre le pouvoir de quelqu'un, c'est pas en lui prenant son argent, ses enfants. C'est en lui prenant sa capacité intérieure, sa verticalité, cette sécurité intérieure. Moi, mon travail, c'est quoi? C'est de donner les outils d'autonomie pour que chaque personne se mette en sécurité intérieure. C'est pour ça que l'un de mes programmes s'appelle l'Arche, en lien avec l'Arche de Noé. J'adore. C'est la sécurité. Quand tu es en sécurité intérieure, tu peux naviguer en eau trouble, Eh bien, ces personnes-là, moi aussi, pareil, tu sais, j'accompagne des TEDx speakers, j'accompagne certains influenceurs. Tu les vois sur les réseaux, waouh! Et après, elles viennent me voir. Et là, je me dis, mais je comprends pas, quand je te vois, tu n'as pas l'air d'avoir des problèmes. Mais tu es mémoire d'hier. Tu es un ensemble d'informations, Mariam. Quand je te vois, tu me donnes énormément d'informations. Il y a plein de choses dans ta manière de sourire, ta manière de parler. Donc, tout ça, c'est ce que tu crois être, pas toi, mais les personnes qui pensent ne pas mériter d'être
légitime. Et ça vient, là on va faire un peu, on va remonter à la Grèce antique, mais même avant, on va remonter à quand l'humanité a été créée, cette histoire avec Iblis. Iblis et Adam, on l'a tous entendu quelque part. Le premier péché, entre guillemets, c'est pas Adam qui a mangé la soi-disant ou Ève qui a mangé la pomme. C'est quand Iblis il a dit à Adam, je suis mieux que toi. Moi, je suis fait de feu. Je suis meilleur que toi, j'ai plus de compétences. Iblis, c'est un archétype que nous portons en nous. C'était déjà jamais arrivé, Mariam, de te dire, je suis mieux qu'elle? Bien sûr que ça m'est arrivé. Ben, c'est l'archétype d'Iblis. C'est quand, à l'intérieur de toi, il y a une voix qui te dit, tu sais quoi? Toi, tu as fait un bac plus 5 et c'est elle qui a l'augmentation. C'est pas normal. C'est exactement ce qu'Iblis a fait devant Adam. Ce sont des archétypes aussi. Tu comprends? Et tant que tu comprends pas qu'il y a ça à l'intérieur de toi, mais qu'il y a aussi cette, moi j'appelle ça la fitra, c'est l'être originel. Et moi, mon travail consiste à encourager les gens à oser aller vers cette version lumineuse et se dire, et si j'écoutais pas cette voix, mais qu'en même temps, je sais qu'elle est chez moi, je l'accepte, je suis un être humain, et si je l'écoutais pas, et que je percevais l'autre comme une ressource et non plus comme une menace, et si je regardais l'autre comme un miroir, ce qui me fait mal quand elle est en face de moi, ce qui me dérange quand tu dis, elle s'exprime super bien, je peux pas faire mieux, et si c'était pas un miroir pour me dire, si elle y est arrivée, moi aussi je peux le faire. Et ça, c'est un autre état d'esprit qui te permet complètement de switcher ton rapport avec toi-même, donc tu te mets en sécurité intérieure, et ton rapport avec les autres. Donc, le leadership, la communication, l'impact, c'est une compétence innée qui est actuellement sous contrôle de certaines idoles intérieures et aussi extérieures. Tu penses que tout le monde a cette capacité innée, mais que finalement, on est conditionné à apprendre, à ne pas se faire confiance, à la ternir, à l'éteindre, à ne pas la laisser s'exprimer. C'est ça que tu dis? Moi, je le vois avec les enfants. Tu sais, on a une association qui s'appelle Association Tous pour un. On a créé une pièce de théâtre extraordinaire avec des enfants pour parler des drivers et des blessures, pour inviter l'adulte à réfléchir sur ces problématiques d'enfants. Quand je vois un enfant qui a les compétences oratoires, qui pendant 1 an a développé des compétences émotionnelles, d'intelligence relationnelle, de la capacité à se mettre en lien avec l'autre. On a travaillé avec des enfants autistes qui n'arrivaient pas à sortir une syllabe devant un adulte. Quand on leur donne ces qualités oratoires et qu'ils arrivent à la fin à mener une pièce de théâtre de A à Z devant 360 personnes devant le théâtre La Bruyère, oui, pour moi, c'est inné. Sauf que avant les ateliers dans cette association, cet enfant, il était où? Dans une école publique, où le système éducatif est une catastrophe, excusez-moi du terme, il y a des choses très intéressantes, mais il y a aussi un manquement de compétences soft skills. Moi, j'ai 3 enfants, 3 filles. Ma dernière, elle a baigné dedans. Elle est à l'aise, tu la vois, Mariam, je l'appelle bébé leadership. Elle a honte de rien, prend la parole, elle est à l'aise. Mais mon aînée, qui a 14 ans, je lui ai pas donné ces outils-là à cette époque-là, elle a un peu plus de difficultés. Mais elle est en train de réapprendre et aujourd'hui, avec toutes les compétences qu'elle a reçues à travers le théâtre, à travers les compétences oratoires, cette capacité à se libérer du regard de l'autre, parce que c'est le plus grand enjeu, le plus grand fléau, c'est ça. Alors, comment on se libère du regard de l'autre? Qu'est-ce qui nous fait réellement peur, tu vois? Parce que d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui ont montré que les gens préféreraient mourir plutôt que de parler en public. D'ailleurs, ça voudrait dire que si on était à des funérailles, les personnes en question préféreraient être sous la terre, dans la tombe, plutôt que de faire plaider la cause du défunt. Exactement, tu vois, c'est quand même grave. C'est un acteur américain qui a dit ça pour justement faire rire l'auditoire, tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'autre, c'est ton miroir. Regarde, Mariam, là, tu me vois. Oui. Est-ce que toi, tu te vois? Est-ce que tu peux voir ton visage? Non. Non. Tu peux t'observer. C'est un livre. Je me souviens plus du nom. Ah là là, je l'ai partagé récemment à une cliente. C'est La tête coupée, qu'importe. Ah, on a parlé. On en a parlé? Voilà. Regarde, on fait ça beaucoup en métaphysique. Moi, je suis tombée dedans à 20 ans. Quand mon papa est mort, je me suis dit, mais c'est incroyable, tout le monde me voit triste, mais moi, je ne me vois pas triste. Et on me disait, mais ton visage est triste. Et en fait, j'avais besoin d'un miroir pour voir mon visage triste et voir mes yeux tristes. Mais je ne me voyais pas parce que je jouais la comédie. Je portais un masque social pour ma famille, etc. Pourtant, tu te vois, tu te regardes entièrement. Mais toi, personne ne te voit. Qui te voit? L'autre. L'autre, il n'y a que l'autre qui te regarde. D'accord? Donc, quand tu as peur de l'autre, c'est que tu as peur d'une partie de toi que tu as peur de montrer à l'autre. Donc, la meilleure manière, c'est ce qu'on fait dans les formations en présentiel en art oratoire. J'apprends, en tout cas, ils apprennent à confronter ce regard.
qui est en réalité toi. Parce que quand tu regardes l'autre et que l'autre te regarde, il y a deux choses, il y a deux chemins. Soit tu laisses le pouvoir à l'autre de te regarder, soit tu dis, c'est moi qui vous regarde. C'est moi qui te regarde. Et je suis enthousiaste et j'aime vous regarder. Et surtout, c'est de la physique quantique, hein, j'invite l'auditoire à s'intéresser à l'expérience de la double fente. Je ne sais pas si tu connais. Il faut vraiment que tu t'intéresses à ça, ça va changer ta vie. Alors Très simple. explique-nous. En fait, l'intention que tu mets dans ton regard va changer la particule. Ah, bien sûr, tu ouais. l'as, d'accord. Voilà, c'est l'expérience de la double fente. Donc, c'est pas ce que tu regardes qui change, c'est la manière dont tu regardes les choses. C'est le regard que tu poses. Qui va changer ce que tu regardes. Ok. Très bien. Donc, si toi, tu arrives devant le monde, ta famille, tes collaborateurs, l'auditoire, et que tu les vois comme des petites lumières, des anges, comme toi, et que tu les vois dans la meilleure version, que tu les vois comme des petits bébés, moi je les appelle les fitras, des étincelles, t'as pas peur d'eux. Mais pour que tu puisses voir le monde comme étant des particules de lumière, ok, il est important d'abord que toi, tu te regardes comme ça. L'autre est ton miroir et on est interconnectés, toi et moi, c'est pas un hasard si on est là aujourd'hui ensemble en train de parler de ce sujet qui, je pense, n'était pas prévu. Tout à fait. Tout à fait. C'est tellement vrai. Et ça, c'est quelque chose, je serais curieuse que tu nous partages. Sur quoi est-ce que toi, tu te jugeais le plus auparavant et sur lequel tu te juges plus maintenant et qui t'a permis justement de prendre la parole avec beaucoup plus de puissance? Écoute, c'est simple, je me jugeais sur absolument tout. C'est-à-dire que j'étais dans l'autoflagellation constamment. Alors moi, je viens d'une culture algérienne, kabyle plus précisément. En plus, avec l'absence de papa, je suis la quatrième d'une fratrie de 7. Je suis vraiment au milieu. J'ai perdu mon père, j'avais 20 ans. À 20 ans, les jeunes filles, elles s'amusent, etc. Moi, je travaillais, etc. Enfin, j'avais la vie d'une vieille mémé de 40 ans, d'accord. J'avais pas du tout les mêmes préoccupations. Donc, si tu veux, quand tu as cet âge-là, déjà, tu es beaucoup dans la victimisation intérieure. J'ai pas de père. Quand tu vois les autres avec un modèle familial, toi, tu penses que tu as un manquement. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je comprends que c'est un cadeau. Parce que mon père est toujours présent à mes côtés. Mais sans son alter ego, on va dire, sans l'ego. C'est la puissance lumineuse de mon papa qui m'accompagne depuis que j'ai 20 ans. J'en ai 40. J'ai quel âge? On est en 2000 combien aujourd'hui? 2025. J'ai 45 ans, tu te rends compte, j'ai oublié mon âge. C'est fou. Je me critiquais aussi beaucoup sur mon physique. Alors, beaucoup me disent, mais pourtant, Daouila, t'es très jolie, t'as les yeux clairs. Ah ouais. J'ai pas toujours porté le turban, etc. On m'appelait Shakira pendant des années, etc. J'ai fait du mannequinat, moi, pendant 6 mois. D'accord. Donc, même là, j'étais pas à l'aise avec mon corps. Donc, en fait, j'étais à l'aise avec rien. En plus, je me retrouvais dans des espaces. J'ai évolué dans la finance de marché, dans le milieu du luxe. Donc, à 23 ans, j'étais propulsée dans un milieu, il y avait énormément de codes. Moi, je viens de la montagne, à la base. Je viens du 91 et j'en suis très, très fière. Et pour autant, aujourd'hui, tu me mets n'importe où. Dans une prison ou à l'Élysée, je suis à l'aise. Et c'est tout ça qui a fait que j'ai appris à m'accepter parce que j'avais une qualité. C'est la débrouillardise. Tu la connais, celle-là? Bien sûr. Quand on est algérien, on la connaît. J'avais la débrouillardise et la capacité à modéliser ce que je voyais. Donc, j'étais non seulement pas à l'aise avec ma peau, et tu sais, quand j'étais pas à l'aise avec ma peau, j'avais des boutons partout. Après, j'ai compris d'un point de vue somatique que quand tu te rejettes, ton sébum te rejette aussi quelque part. Je ne sais pas si ça se dit médicalement parlant, mais on s'en fout. D'accord? Ouais. J'avais des problématiques au niveau de mon poids, c'est-à-dire que j'étais extrêmement mince. Mettons, je regrette, Mariam. Mettons, je mange un truc, je grossis, j'ai 45 ans. Là où à l'époque, je pouvais manger, tu sais, des sandwichs et du sucre, je ne prenais pas 1 kilo et je voulais grossir. En fait, j'étais jamais contente de ce que j'avais. D'accord? Même quand j'ai eu mes diplômes, que ce soit la Sorbonne, Master 1, le DUG, à l'époque, c'était le DUG. Et ensuite, j'ai eu mon Master 2, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Ouais, je sais pas du tout. Bac plus 5 à Dauphine. Même là, j'étais frustrée. Oui, mais non, je suis pas assez. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une culture où la fille, elle doit démontrer, elle doit prouver fois 1000. Jusqu'au jour, ce qui m'a sauvée clairement, moi, c'est ma spiritualité. Je vais pas te raconter des histoires. Moi, c'est la spiritualité. C'est mon lien vertical. C'est quand je me suis convertie. Alors, quand je dis islam, pour moi, c'est une voie. C'est une voie qui prêche la rahma, l'amour inconditionnel. Je suis loin de... Je rentrerai pas dans le détail, mais il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette religion qui est, à la base, un processus qui te permet, d'accord, d'être en paix. Ça veut dire ça, islam. Donc moi, c'est ma foi qui m'a appris à m'aimer. Comment est-ce que tu as commencé ce chemin d'éveil spirituel et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, sur la vie,
dans ce cheminement-là qui impacte encore ta vie aujourd'hui? Bon, je vais peut-être en choquer plus d'un. Allez, C'est let's ce que go. j'ai appris. De Allons-y. toute façon, ici, hein, prendre la parole au risque de déplaire. OK? On est là pour ça. Ah là là. Bon, il y a tout un pare-feu derrière, mais tranquille. Hein. Pour moi, j'ai pas de père, j'ai pas de mère. J'ai qu'un repère, c'est mon Seigneur de l'univers. C'est le Créateur. Quand j'ai compris ça, je me suis libérée, mais tu sais, à la vitesse d'une fusée. Comment tu as compris ça? Moi, je suis curieuse que tu nous expliques un peu, sans rentrer dans les détails religieux, Mm. mais juste que tu nous expliques comment est-ce que tu as pris conscience de cette vérité qui est finalement une vérité qui est universelle, je C'est pense. une vérité qui nous rappelle qu'on n'est pas l'identité terrestre que l'on pense être. C'est une vérité qui me libère. Quand tu as ton Créateur qui te dit « Sois bienfaisant avec tes parents, mais n'oublie pas que celui qui t'a créé, c'est moi. » Je suis désolée, quand tes parents sont dans l'injustice, tu prends le parti de la justice. Donc moi, il y a une succession d'expériences dans ma vie qui a fait qu'à un moment donné, soit j'étais loyale à mes parents, soit j'étais loyale à la vérité, à des valeurs divines. Et ces valeurs divines, elles sont universelles. Tu vois, ça vous est jamais arrivé de vous sacrifier pour un parent, pour un système familial, et à la fin, vous retrouvez exclu d'un clan, pour la faire courte. Vous allez suivre un clan parce que vous avez peur d'être seul, parce que la plus grande peur de l'humain, c'est de se retrouver seul, de ne pas être reconnu. Tu sais, il y a des mécanismes de l'ego. Je suis ce que je possède, je suis ce qu'on pense de moi, je suis ce que je fais, etc. Comme la plus grande peur, c'est de ne plus faire partie d'un clan, on va faire n'importe quoi pour être dans ce clan. Mais la vie, elle est bien faite. Le même clan va te rejeter. Oui, et surtout, tu vas te trahir toi-même. Tu te trahis parce que tu as trahi les valeurs divines que Dieu a mis en toi. Parce que les valeurs divines, c'est quoi? T'as pas besoin d'être musulman, juif ou catholique. Hein, non. Les valeurs divines, c'est quoi? C'est fraternité, amour, respect, vérité, justice, le haq. En fait, je me suis dit, moi, ces valeurs-là, elles me parlent beaucoup plus. Et puis moi, je ne sais pas mentir. C'est l'authenticité. Je fais même des erreurs de langage et je suis prof d'art oratoire. And so what? C'est quoi le problème? Je prends la parole, je transmets mon message. Je suis contre, tu sais, l'éloquence hyper lissée où les personnes vont venir, reprendre leur bande vidéo et retirer chaque problématique. Moi, ça m'arrive de faire des erreurs de langage et c'est ça que j'ai voulu transmettre pour dire, si moi, je fais des erreurs de langage et qu'aujourd'hui, je forme à l'art oratoire, toi qui es dans ton lit, qui est en train de pleurer, qui a envie de transmettre un message qui te touche, vas-y, c'est pas grave, on est tous des humains, ça fait partie du game. Eh bien, moi, ces valeurs-là, elles m'ont plus parlé que les valeurs. Alors, il y a des choses extrêmement positives, hein, extrêmement, très, très positives dans ma culture algérienne et kabyle qui me permettent aujourd'hui d'être ici et d'avoir créé mon entreprise, etc. Mais il y a des choses, sincèrement, non. Non. Et j'ai choisi mon repère. Père. Alors, regarde, Mariam, si tu te dis, attends, j'ai un père biologique, j'ai une mère biologique qui m'ont aimé. D'accord? Donc, j'ai leur amour en moi. C'est dans mon ADN. Mais je regarde mon père et je regarde ma mère comme deux chemins d'individuation. C'est ce que nous explique Carl Gustav Jung. Je ne sais pas si tu suis un peu. Voilà, moi, j'ai été formée chez HEC. Donc, c'est Carl Rogers et Gustav Jung. Hein. Bon, du coup, quand tu comprends, quand tu vois que ta mère, elle fait des erreurs, tu la vois comme une femme. C'est plus ta mère. Quand tu vois que ton père, peut-être, a été à un moment donné injuste avec toi ou avec ta mère, tu le vois plus comme ton père. Tu le vois comme un homme dans un processus d'évolution islam. Voilà. Donc, du coup, tu te libères de ça. Tu n'as plus de problème. Si tu te dis, mais non, mais moi, je suis juste là pour venir incarner les valeurs divines. Et ça va loin, hein. Et là, c'est très profond ce que je vais te partager. Alors, écoute, Maria, écoutez-moi. Si on activait tous le divin qui est en nous, cette étincelle, et ça, c'est universel, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, si on se mettait tous à réfléchir, tous à incarner une posture, tous à faire, réaliser des choses, tout en se disant, c'est pas Dawila Salmi l'Algérienne qui agit, là, je vais activer le souffle du divin qu'il a mis en moi. C'est un lien qui vient de lui vers moi. D'accord? Et que tu te dis, je suis dans un corps et j'expérimente ma culture, ma féminité. Ok? Est-ce que tu penses que si on était tous dans une incarnation divine, il y aurait des guerres? Donc, quand on dit Dieu va te sauver, c'est d'abord active le divin, active ta fitra, roh, tu sais, dans le langage soufi, dans le langage coranique, c'est roh, c'est un flux d'énergie d'amour que tu actives en toi. Ça demande d'avoir une autovigilance constante de toi-même. On appelle ça la taqwa, la présence de Dieu en toi, constamment. Mais si tu vas dans les sciences, dans les neurosciences, on appelle ça la qualité de présence que Edgar Tolle appelle le moment présent. C'est-à-dire que dans l'instant, on t'attaque, tu ressens une émotion, tu la géolocalises dans ton corps. Elle est tienne.
c'est pas l'autre le problème. Tu la libères, tu la vis, tu te laisses traverser. Tu reviens à un état de calme, tu vas pas lui répondre avec menace. Ouais, même dans le C'est différent. bouddhisme, il parle de ça, Bien de sûr, la conscience de soi. En fait, je pense que c'est vraiment un principe universel et bien qui sûr, est libérateur complètement. à plein de niveaux. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais, et là, même ce que tu disais sur activer le divin qui est en nous, moi, Mm. tout ce que tu dis, ça me parle à 1000%, parce que c'est comme ça que je vois aussi les choses dans la manière dont je m'exprime et dans les messages que je fais passer. Et je suis curieuse que tu nous partages pour les femmes qui nous écoutent et qui ont envie justement de peut-être de s'exprimer sur certains sujets, mais qui ne savent pas trop comment justement activer le divin, la source, comment se laisser traverser par nos inspirations quand on est un peu déconnecté, tu vois. Parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, d'ailleurs, hommes ou Oui, femmes, oui. on peut être complètement déconnecté, on peut être dans le mental, tu vois, dans la vie de tous les jours. Comment revenir à cette source pour se laisser justement euh, recevoir nos intuitions et nos inspirations? Ouais, très très belle question. Tu as dit un mot, Merci. déconnecter. Comment tu reconnectes les gens? Les gens, ils sont déconnectés d'une prise ou d'un puits. D'accord? Comment te nourrir de quelque chose où on t'a fait croire que c'était l'extérieur qui l'avait, alors que c'est à l'intérieur de toi. Donc, et tu le sais, on évolue dans le même milieu, d'accord? Alors réapprendre à revenir vers eux. Et que ce qu'ils cherchent à l'extérieur est en eux. Ah, tu vas me dire, mais comment elles font? Comment elles font? Déjà, c'est une invitation à prendre du temps, à poser de la temporalité. Et s'il vous plaît, je veux pas entendre, j'ai pas le temps, j'ai 3 enfants, nanana, et je la connais la life, d'accord? Je suis débordée moi aussi, mais par contre, je suis intransigeante et on m'a souvent dit t'es égoïste, d'accord? Ah, Et intéressant. yes, on m'a souvent dit t'es égoïste. Je prends le temps, je pose du temps dans ma vie et je fais, écoute bien, pas de moi, mais de ma partie divine une priorité. Et ça change tout. Parce que le moi, c'est un peu le dev perso. Moi, je suis anti-dev perso, anti-new age. J'ai baigné là-dedans. Et à un moment donné, ça manquait de quelque chose. C'était trop long, en fait. Après, j'ai compris qu'il y avait un chemin vertical plus rapide. Par contre, il faut que tu apprennes à respirer. C'est une métaphore. L'apprentissage à respirer dans une fusée, tu as compris le lien, ok? C'est toi. Quand tu reviens à toi et tu te dis, bon, à ce qui paraît, ce que je cherche à l'extérieur, je l'ai en moi. Tu es d'accord avec moi que tu dois rentrer à l'intérieur de toi. Donc moi, ces moments d'hyper-conscience, je vais aller me connecter avec mon subconscient. Et pour faire un lien avec ce que tu as dit, le parallèle, c'est Philippe Guillemot, un grand métaphysicien que j'aime beaucoup. Je t'invite à le découvrir, qui parle du futur, etc. Enfin bref. Il explique qu'il y a très peu de personnes qui vont faire ce travail-là, justement, de se reconnecter. Parce que ça demande quoi? Ça demande d'aller travailler sur tes blessures. Ça demande de rentrer dans la colère que tu traînes depuis 20 ans. Mais quand tu as été habitué, et je parle de moi, pendant des années, de la mort de mon papa, même avant, jusqu'à presque 25 ans, j'étais en colère. Mais je ne savais même pas que c'était pas un état normal. T'avais une colère chronique, en Ouais, fait. tout le temps, j'étais vénère. L'Algérienne, tu sais, dans tout son stéréotype, tout le temps, j'étais énervée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, vraiment. T'as dit quoi là? Attends, répète. Tu vois, vraiment. Mais pourquoi? Parce que moi, parler égale danger. Donc, je préférais attaquer avant. Ah, tu Ah, comprends? Il y intéressant avait ce que tout tu dis. ce mécanisme derrière. D'ailleurs, quand tu comprends tes mécanismes, pour revenir à toi, comment tu veux te connaître? En comprenant les mécanismes, l'arrière-plan qui te drive. Tu as tes drivers, tu as les blessures, même si ce pas des blessures, en fait, c'est des empreintes qu'on t'a laissées de 0 à 13 ans. Quand tu comprends que tu es un ensemble, que tu es un espèce de programme, voilà, je parlais comme ça. On est un programme. À la base, Dieu nous a donné un programme divin. Ar-Rahma, amour inconditionnel, la générosité. On vivrait tous au paradis. Et c'est ça l'invitation aujourd'hui, hein. C'est de s'éveiller, et c'est ce que tu fais dans ton travail, c'est nous accompagner, déjà s'accompagner nous-mêmes et accompagner les autres à s'éveiller, à avoir un niveau de conscience où on se dit, mais en fait, l'autre, c'est mon frère, c'est ma sœur. On n'a pas la même couleur, on n'a pas les mêmes mœurs, mais c'est moi. Parce que toi, tu me vois, moi, je te vois. Donc, on a un lien en commun, c'est qu'on se voit. Moi, je ne peux pas me voir, mais toi, tu me vois. D'accord? Si je pars de cet état-là, d'accord avec moi, que je vais devoir aussi pas me connaître dans le sens, je vais faire un travail sur moi, mais m'observer. Et tu sais ça, dans le bouddhisme, dans toutes les religions monothéismes, l'invitation est à la contemplation. Il y a le livre de la création, la nature, tu regardes une coccinelle, moi je tombe d'émerveillement. Il y a le livre intérieur aussi, que l'on n'exploite pas. Et après, il y a les livres sacrés qui nous rappellent qu'il y a ces 2 autres livres. Donc, lis le monde avec les yeux de ton enseigneur, avec les yeux de Dieu. Quand tu regardes le monde avec les yeux de Dieu, est-ce que Dieu doute? Non. Non. Est-ce que Dieu a peur?
Mais dans toutes les religions, je peux te garantir. C'est ça le but de la spiritualité. C'est lis le monde, porte des lunettes avec les yeux de ton enseignant, de celui qui a créé ce monde. Ok. Donc c'est quoi? Revenir à soi, c'est prendre de nouvelles lunettes. Mais ça demande de jeter les anciennes lunettes. Maintenant, concrètement, comment on fait? Moi, je suis désolée. Aujourd'hui, sans méditation, c'est compliqué. Est-ce que tu médites? Non. J'allais te poser la question. Est-ce que tu médites? Oui, je médite. Mais de plus en plus, là, en ce moment, je me suis remise à fond. Ouais. Mariam, la méditation, c'est ce qu'on appelle aussi la prière. Ah, mais je fais les deux. Et Voilà. après, pour moi, il y a tellement de formes de méditation. Mais ce qui compte, de Exactement. toute façon, c'est d'être en pleine conscience. Ça, c'est le plus Ouais. important. Mais c'est vrai que je le vois un peu différemment dans le sens où quand je médite, pour moi, justement, ce que tu disais, c'est que j'essaye de revenir à l'intérieur, tu vois. J'essaye vraiment de revenir à l'intérieur et de laisser cette part divine prendre de plus en plus de place et de me connecter à elle. Quand je prie, je suis plus dans cette optique de me connecter au divin et de lui parler et de lui affirmer ce que je veux être, ce que je veux libérer en moi. Donc il y a vraiment un dialogue, c'est assez... C'est pas extraordinaire. Ah, c'est incroyable. C'est pas un moment de toutes les fonctions que tu as dans ta journée. Podcasteuse, tu accompagnes des entrepreneurs, tu accompagnes des personnes à se libérer, etc. Ce moment divin où il n'y a rien. Tu es à la fois une particule de lumière dans la lumière et tu vois. Franchement, c'est pas ta meilleure identité. Ah, bien sûr. Franchement. Bien Est-ce sûr. que à ce moment-là, tu penses à ton travail? Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas penser à tout ce qui est matériel? Tu es dans un espace hyper safe, hyper profond, où en fait, tout va bien. Tout va bien, mais tu vois, j'anticipe déjà ce que les gens vont se dire, parce que moi, ça a été vraiment le cas aussi beaucoup pour moi, et ça l'est encore aujourd'hui. C'est que je trouve que quand... aujourd'hui, tout va vite, tu vois. Nous, on est entrepreneurs, mais bon, il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont salariés, qui travaillent dans des entreprises, qui ont différents métiers, ou bien qui sont même des mamans à la maison, etc. Et en fait, tout va très, très, très vite. Et on a, je trouve, beaucoup de mal, quand on se pose et qu'on prend ce moment de silence, à vraiment apprécier ce moment de silence et à ne pas être, tu vois, dans cet état où on est submergé... De sécurité. De sécurité, tu vois. Excellent. Ce que tu viens de dire, c'est excellent, parce que bien évidemment, ça demande de la pratique. Moi, je médite depuis presque 15 ans. Il y a des moments, ça va durer. Au début, je te jure, au début, j'insultais la méditation. Au début, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais quand tu fais de la métaphysique, de la physique quantique, quand tu commences à comprendre comment fonctionne le subconscient, qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, tu vas passer à des niveaux d'ondes cérébrales. Tu vas descendre dans ton subconscient. Et c'est là où sont programmés toute ta vie, quoi. Tout ton subconscient. Et 95% de ta vie, elle est programmée par ton inconscient, en gros. Donc toi, tu penses prendre des décisions de manière consciente, parce que dans le mot conscient, il y a conscience, tu vois, c'est avec les sciences. Okay. Moi, je parlerai plus de présence. Tu mets du sens à tout ce que tu es en train de vivre. Tu nommes. D'ailleurs, tu sais, dans les pays asiatiques, les enfants nomment leurs émotions, nomment tout ce qu'ils font. Ça permet de reprendre le pouvoir et le leadership de son intériorité. Okay. Maintenant, quand tu apprends ça au début à méditer ou à prier, parce qu'aujourd'hui, il y a la prière du coq, hein, c'est-à-dire le dogme, tu pries, tu sais pas ce que tu fais, c'est de la gymnastique. Mais si tu n'es pas dans ces ondes cérébrales, ça va être compliqué. Au début, tu es chargé, c'est ce que tu viens de dire. Maman, entrepreneur, étudiante, ou que sais-je, tu sors du salariat, tu dois récupérer tes enfants. Moi, je l'ai vécu, hein, d'accord. Je déposais mes enfants à la crèche, je repartais. Franchement, méditer, pour moi, c'était une corvée. C'était une corvée et en plus, je ne comprenais pas, je ne ressentais absolument rien. Moi, mes collaborateurs, elles sont en résistance, hein, elles sont en résistance. Mes collaboratrices, pardon, sont en résistance de la méditation. Il a fallu qu'elles le fassent pendant 42 jours non-stop pour se dire oh, j'ai ressenti, je revis, waouh, j'ai vu la lumière. Ouais. Ah oui, parce qu'attends, on n'a pas tous les mêmes programmes. Moi, au début, je méditais pendant 40 minutes, 1 heure. Maintenant, même en négociation sur un gros contrat, je peux méditer. Je suis en état alpha. Pour revenir à ces différents niveaux, au début, tu es en zone, tu produis gamma. Tu sais, tu as des... si tu les prends ondes cérébrales. les ondes cérébrales qui bougent, parce que tu es en production. Ensuite, tu vas, de manière régulière, à force de respirer, de faire de la cohérence cardiaque. C'est quand on te dit « inspire en 4 », bloc, c'est pour casser ton mental, c'est pour hacker le mental et l'aider à revenir à des fréquences, à des ondes cérébrales beaucoup plus basses. Et je ne sais pas si tu vois, au début, c'est très serré et après, ça commence à s'écarter. Tu vois, le creux entre chaque onde cérébrale, c'est là où, en fait, tu as de moins en moins de pensées. Donc, déjà, il y a 70 000 pensées qui nous traversent. Bon, donc tu ne peux pas agir sur ton subconscient si tu ne descends pas. Ensuite, tu arrives à l'onde
Alpha, c'est quand tu commences à respirer. Tu sais, c'est l'état de flow où quand tu rentres du travail, tu es fatigué, tu allumes ta télé. Piège. Gros piège. Parce que c'est là où tu vas commencer à absorber beaucoup de data. Tu vois? C'est vrai. Et voilà. Et ensuite, tu as l'espace Theta, juste avant de dormir. Tu sais, c'est le moment où tu somnoles. C'est pour ça qu'il est vivement recommandé, même dans la science de la musicothérapie, tout ce qui est sonothérapie, de dormir avec un langage intérieur qui te fait évoluer. Et non pas avec un tweet catastrophique ou un scrollage. Surtout pas. Mhm. Parce que c'est à ce moment-là précis, quand tu es en mode Theta, pardon, juste avant le mode Delta, c'est là où tu peux reprogrammer ton subconscient. Et ça, la méditation consciente, en pleine présence, te permet de le faire en journée. Totalement. Donc, est-ce que tu comprends déjà comment on nous manipule? Ah oui. Toute la journée, on est en mode gamma, on n'a jamais des temps de pause. Et pourquoi les spiritualités nous posent à prier, à méditer? C'est pour revenir à notre intériorité. Mais sauf que quand tu reviens à ton intériorité, Qu'est-ce qui se passe? Tu as un trauma qui ressurgit, tu as un viol qui arrive. Moi, je vois des dingueries dans mes accompagnements. Il y a des personnes qui découvrent qu'elles ont été violées, en pleine méditation, en pleine libération. Tranquille, tout va bien, elles ont les outils. Mais c'est quand même choquant. Donc elles reviennent. Non, je peux pas. Et donc l'idée, c'est aussi de leur donner à côté les outils de sécurité pour naviguer l'arche dans ce moment, dans cette situation, se souvenir du passé. Tu vois? Donc au début, c'est inconfortable parce qu'on n'a pas appris. Et ça, je ne le comprends pas. Comment dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, on n'apprenne pas à un enfant d'abord. Parce que quand tu apprends petit, c'est plus facile. Ça leur économise 40 ans de thérapie. Mais je pense que tu comprends pourquoi ils apprennent pas ces skills-là. C'est sûr. comme tu disais tout à l'heure, finalement. Manipulation. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de manipuler un humain qui a peur, qui a pas confiance en lui, qui a aucune estime de lui-même, qui va forcément essayer de compenser ses insécurités en consommant, en achetant. Un homme ou une femme aussi. On Bien consomme sûr, l'humain. un humain. en fait. L'horizontalité, Ouais. quand tu as un excès d'horizontalité, il y a une problématique, une absence, un manquement vertical. Vertical, c'est toi, c'est ton flux d'énergie d'en haut, d'accord, avec ta source, avec ta croyance la plus grande qui vient te remplir. Et tu remplis pas l'autre si toi, tu es en déficit. Tu dois être en trop plein pour offrir à l'autre. C'est là que tu rayonnes. C'est quand on parle de rayonnement. Tu peux pas rayonner avec le peu de bougies, de lumière que tu as en toi. Déjà, va te recharger. Mais les gens, ils se rechargent à gauche, à droite. Pourquoi il y a autant de divorces? Pourquoi il y a autant de consommation? Pourquoi est-ce que l'industrie de la pornographie, elle explose? Pourquoi est-ce que l'industrie du cinéma explose? À un moment donné, posons-nous ces questions. Alors que si tu apprenais à un enfant, regarde, l'école est obligatoire maintenant à partir de 3 ans, je crois. 6 ans, je sais plus. Les enfants ont du temps. Mais c'est pas normal. Un enfant, il a besoin de méditer, il a besoin d'être avec ses parents, il a besoin de recevoir la bulle d'affection. Parce que plus ils sont petits, plus ils sont malléables, plus on les manipule. Moi, je galère avec mes enfants. Je ne galère plus aujourd'hui, mais au début, pour leur faire de la méditation tous les jours, pour qu'elles soient présentes dans leur espace de prière. Mais pour elles, c'était, je prie, c'est bon. Je médite rapidement, je ferme les yeux. Non. Où t'as mal, ma chérie? Est-ce que tu peux me montrer l'endroit dans ton corps où t'as mal? Est-ce que tu peux souffler dedans? Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a de la lumière à l'intérieur de toi et tu vas souffler dedans? Est-ce que tu peux me dire s'il y a une forme? Est-ce que tu peux me dire s'il y a un contour, une couleur? Ok, maintenant, la fusion entre la couleur et ta douleur, c'est comment? Ça s'appelle de l'alchimie. Et t'as des gens qui nous vendent des formations sur l'alchimie à je ne sais combien. Alors que c'est le propre de l'humain d'apprendre ça. Et c'est pour ça que, du coup, moi, j'interviens autant chez les enfants que chez les adultes. Donc oui, au début, mesdames et messieurs, c'est assez compliqué quand on ne connaît pas une compétence, mais rappelez-vous qu'elle est innée. Et que le but de l'être humain, c'est de revenir à un état d'apaisement. On appelle ça nafs mutma'in, l'âme apaisée. Et quand tu es apaisé, la peur du manque, la peur tout court, laisse place à l'amour, à la sécurité. Est-ce que tu penses que la méditation, la prière ou les pratiques spirituelles comme ça pour se reconnecter à soi et réactiver le divin en nous peuvent justement nous aider à mieux nous exprimer et à être plus éloquents? Pour moi, c'est ma croyance, d'accord? Et remettant en question ce que je dis, pour moi, c'est essentiel. Pourquoi? Tu ne peux pas tricher devant un public. Le public te ressent, Mariam. Il te ressent et toi, tu vas transpirer. Ce qui va sortir de toi, alors ce qui sort de l'extérieur, d'accord? Ce sont des mots, mais ces mots-là partent d'où? Partent de ton intériorité. Si à l'intérieur de toi, c'est le chaos, comment est-ce que tu veux que ces mots soient reçus dans le calme? C'est pour ça que je parle beaucoup d'incarner votre message. Incarner le message. On n'est pas là pour transmettre un message et lire un script ou un prompteur. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de construire des mots qui vont laisser une trace dans l'esprit de ton auditoire. Parce que c'est quoi l'art oratoire? C'est l'art de transformer une pensée qui n'existe pas
en une action pour inviter les autres à bouger, à se mettre en mouvement. C'est pas juste pour qu'elles t'applaudissent. Si ton objectif c'est d'être applaudi pendant une prise de parole, tu seras applaudi. Moi, je m'en contrefous d'être applaudi. Parce que tu sais qui change le cœur des gens, c'est pas toi. Donc déjà, ça c'est une clé vraiment oratoire. Notre objectif, nous, c'est de donner le meilleur de notre authenticité. À ce moment-là, d'être la plus pure avec les mots, d'être dans ce que tu dis. C'est pas ce que tu dis qui est important, c'est comment tu le dis, dans la fréquence vibratoire dans laquelle tu le dis. Quand tu parles de force et que tu as les épaules renfrognées, que tu baisses les yeux, quand tu parles de confiance et que tu n'arrives même pas à regarder ton public droit dans les yeux, tu n'incarnes pas ce que tu dis. On en voit des personnes éloquentes qui jouent avec la rhétorique. Mais est-ce que pour autant, ils nous poussent à agir? Il n'y a qu'à voir les politiques. Est-ce que les politiques s'expriment très bien? Ils ont tous fait l'ENA, ils ont tous des formations en prise de parole. Mais pour avoir travaillé avec certains élus, ils ne travaillent pas leur intériorité. Ce sont des marionnettes. Et alors, ils répètent comme des singes ce qu'on leur demande de répéter, de dire. Mais ils n'incarnent pas, c'est fake. D'ailleurs, on le ressent. Certains ne sont pas experts en communication non verbale et que sais-je. Mais ils le ressentent. Celui-là, il n'est pas... Tu vois, non, je ne le sens pas. C'est jamais arrivé de tomber sur 2 personnes qui ont le même CV. Et pour autant, tu vas plus sentir une personne que l'autre. Je pense Tu qu'on a vois? tous cette capacité innée en nous à sentir justement ces fréquences. Comme tu Bien dis, sûr, c'est des bien sûr, vibrations. bien sûr. Tout est une question de vibration. Mm. S'il y avait 3 clés qui permettraient aux femmes qui nous écoutent à justement incarner les messages qu'elles veulent transmettre et à être beaucoup plus éloquentes et charismatiques dans leur prise de parole, que ce soit dans des contextes, peut-être dans une réunion, peut-être dans une prise de parole sur une scène, dans une présentation en ligne, peu importe, qu'est-ce que ce serait? De se préparer. Se préparer, De se c'est-à-dire? préparer, de se reprogrammer. Parce Ok. que de se reprogrammer et d'incarner l'oratrice. Parce qu'on a plusieurs fonctions, on a plusieurs rôles. Ça, c'est une clé qui est fondamentale en art oratoire. C'est incarne le personnage que tu veux offrir à ton public. Donc moi, je les inviterais à regarder autour d'eux une oratrice ou un orateur qui les active et qui crée en elles, de la joie et qui les incite à bouger. Et de reprendre tous les marqueurs. Elles regardent, généralement, c'est toujours les mêmes. C'est des personnes qui sont verticales ou très verticalisées. C'est des personnes qui sont face publique, qui ne baissent pas les yeux. Elles n'ont pas le regard au niveau du ciel ni au niveau du sol. D'accord? C'est des personnes qui parlent avec clarté, avec confiance. Donc déjà, d'incarner pour elles et se poser la question, c'est quoi une oratrice pour moi? Pourquoi? Parce que malheureusement, je le vois, ça fait maintenant presque 9 ans que je fais ce métier-là, les personnes parlent dans leur quotidienneté. Je m'explique. Attends, regarde, moi j'ai un rôle qui est celui de maman. J'ai le rôle d'épouse. Est-ce que quand tu es une épouse, tu as les mêmes codes, la même logique de pensée que quand tu es maman et quand tu es épouse? Est-ce que c'est la même logique de pensée? Non. Non, tu vas pas parler à ton enfant comme tu parles à ton mari. On est d'accord. Quand tu es avec ta mère, est-ce que tu as les mêmes codes, la même logique de pensée que quand tu es entrepreneur? Non. Non, on est d'accord. Donc tu vois bien on joue des rôles. Donc on appelle ça le respect du masque en art dramatique. Mais c'est pas un masque, c'est un rôle, une fonction. Eh bien, quand tu es oratrice et quand tu es face à un public, il y a également une logique de pensée à respecter. Et personne ne se pose cette question. Quand tu vas à un mariage, tu te prépares, tu t'apprêtes. Alors pourquoi, quand on vient prendre la parole et transmettre un message, on ne se prépare pas et on n'est pas en train de structurer ce personnage? Donc la clé numéro 1, d'abord, c'est quel personnage vous souhaitez offrir en tant qu'oratrice à votre auditoire? Est-ce que c'est le personnage de tous les jours, la victime que vous êtes? Parce que tu peux être très mal dans ta journée, mais quand tu prends la parole, tu dois 3 choses à ton public. Tu sais ce que tu leur dois? Non. D'accord? Aucune projection. Un orateur n'a pas le droit de projeter ses peurs et sa souffrance vers le public. C'est interdit. C'est comme un acteur. Quand tu joues une pièce, quand tu incarnes ton texte, d'accord? T'as pas à te dire « Oh, l'autre, il est avec son téléphone, il ne m'écoute pas. Oh, une partie du public est en train de bâiller. Oh, peut-être que je suis en train de l'ennuyer. » C'est interdit. Alors justement, ça c'est intéressant parce que il y avait un speaker américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Ed Mylett, je sais pas si tu vois qui c'est, Ouais, tout à fait. et qui Ouais. racontait justement que avant, il avait tendance à se concentrer sur la partie du public qui était déconnectée, déconcentrée, Tu vois? focus sur autre chose, et que ce qui a beaucoup changé les choses pour lui, c'est de se concentrer sur une petite proportion du public qui allait être absorbé, captivé par ce qu'il allait dire, et qu'il essayait de se concentrer uniquement sur cela, tu vois. Mais ce Ouais. qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à beaucoup plus se concentrer sur ceux qui s'en foutent de ce qu'on a à dire.
Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'il dit. Pourquoi? Ah, ok. Parce que c'est pas démocratique. C'est-à-dire? Eh bien, il fait de la projection. Qu'est-ce qu'il en sait que la personne qui fronce les sourcils ou qui est en train de bâiller le concerne? Peut-être que la personne est fatiguée, peut-être qu'elle est myope, d'accord? Donc ça, au début, c'est pas mal. Mais regarde ce qui va se passer. Imagine, toi, tu es dans un auditoire, tu as mal dormi, tu es fatigué, tu n'arrêtes pas de bâiller. Et l'orateur qui est sur scène, à aucun moment, t'offre un regard. Tu vas pas te sentir exclu, tu vas pas te sentir non reconnu par l'orateur qui prend la parole. Pire encore, tu es formatrice. Tu vas te concentrer uniquement au public qui te fait des petits salamalais, qui sont sympatoches, qui absorbent. Pour moi, c'est un besoin de reconnaissance. L'orateur n'a pas à chercher la reconnaissance du public. C'est complètement antinomique avec la posture de confiance en soi. Donc, au début, ça peut être une aide, mais ça peut l'être. Ceci étant, quand tu es face à un auditoire, ou un petit ou grand, je trouve une clé, c'est de regarder le public de manière démocratique, comme des lumières. Je trouve ça extrêmement violent d'être avec 5-6 personnes. Tu sais, c'est dans les dîners un peu mondains, tout ça, tout ça. Tu parles qu'à 2, 3, 4 personnes et la personne qui est à droite ou la personne qui est à gauche, tu ne lui donnes même pas de regard. Je t'invite à te mettre à la place de ces personnes-là. La frustration. Un orateur, il est là pour construire. Il est là pour co-construire avec le public. Donc, en tant qu'orateur, et ça, c'est une clé, c'est la logique de pensée de l'orateur, tu ne peux pas décider de dire « toi, je te fous à la poubelle et vous êtes sympa, je vous regarde ». Mets-toi juste à la place du public. Peut-être que, je vais donner un autre exemple, parce que je fais beaucoup de concours d'éloquence, je suis souvent le jury. Ça se trouve, c'est toi qui as les millions. Tu veux investir, mais tu es énervé. Tu es le public, tu sais, tu es un peu celui qui est... Et tu regardes comme ça. Imagine l'orateur ou l'oratrice qui ne jette à aucun moment de regard sur cette personne-là. Elle passe à côté d'une opportunité. Elle n'aura pas créé le contact visuel. Parce que l'onde visuelle est une communication. Je suis d'accord avec toi et en même temps, je comprends aussi la logique derrière de se dire que je suis sur une scène, je suis peut-être stressée, j'ai peut-être mes propres insécurités et je veux éviter de me mettre face à la friction et à, en fait la situation où je vais être face à quelqu'un qui va me renvoyer quelque chose qui me fait peur, tu vois? Magnifique, j'adore tes questions. Je les ai depuis 8 ans, Mariam. Eh bien justement, l'autre n'est que ton miroir. Si tu as encore peur que ton public viennent activer des blessures que tu n'as pas travaillées, c'est une opportunité d'aller les observer. Parce que oui, quand tu es sur scène, moi, je donne les outils justement pour gérer ça. Parce que parfois, même si toi, tu ne veux pas les regarder, ils peuvent lever la main, te poser des questions. Donc, bon, ça va marcher un petit temps. Mais à un moment donné, c'est trop de contrôle, Mariam. Tu n'es plus dans l'âme apaisée. Alors que si tu te libères de tout ça, c'est pour ça que moi, je le fais avant. On travaille sur le dépouillement, on dépouille tout ça. Je leur apprends justement à être attaqué, à justement contre-argumenter, reformuler, co-construire, poser des questions. Parce que dans la vie, ton auditoire, il n'est pas toujours muet. Des fois, tu es en débat, tu es en contradiction, tu es en réunion, tu es en négociation. Et à un moment donné, ton public, il n'est pas toujours souriant. Et c'est pas parce qu'il n'est pas souriant qu'il n'est pas bienveillant. Bah, moi, je l'ai remarqué parce que je me suis observée, par exemple, même dans les podcasts, tu vois, ça m'a vraiment fait rire. Quand je revois les podcasts, chaque invité que j'ai sur le podcast, c'est des personnes que je choisis vraiment avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et là, ça m'est pas arrivé une seule fois d'avoir une conversation où j'étais pas nourrie, vraiment, tu vois, fascinée par ce que la personne, elle me disait. Et pourtant, quand je revois le podcast, parfois je fais des têtes où je me dis, mais là, je fais une tête qui peut être un peu... Mais c'est parce que je suis tellement concentrée que je fais une tête qui peut être un peu déstabilisante si tu ne comprends pas qu'en fait, je suis juste en train de boire tes paroles et que je suis en train de me nourrir de ce que tu dis. Et je pense que ça arrive souvent dans les publics... Mais là, tu viens de mettre en exergue ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que je choisis mon public. Parfois, la personne, toi, tu vas projeter que le plissement des yeux, d'accord, est négatif, alors que tu es juste absorbé. Totalement. Donc, est-ce que tu te rends compte que tu peux te priver, d'accord, d'un public complètement universel? D'ailleurs, aujourd'hui, tous les outils que j'offre aujourd'hui, en tout cas tous les outils, c'est pour toucher à la fitra. C'est quoi la fitra? C'est les êtres lumineux que nous sommes. Donc, si toi, tu regardes pas les gens de la même manière comme des lumières, pourquoi est-ce qu'eux, ils achèteraient des produits? Pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient à toi si toi, tu t'intéresses pas à eux? Comment est-ce que tu veux que l'autre s'intéresse
à ton message si toi, tu ne t'intéresses pas à l'autre. Mais on s'intéresse à l'autre comment? Avec le regard, Myriam, si tu savais, l'autre est ton miroir, encore une fois, dans la projection. Imagine-toi, imaginez-vous dans je sais pas moi, autour d'une table et la personne qui parle ne vous regarde jamais. Comment tu vas te ressentir? Ah oui. Tu te sens exclu. Mais c'est pas normal. Tu sais que ça, c'est inhumain pour moi. Moi, quand je suis intransigeante en formation et je leur apprends à justement intégrer chaque être. Pourquoi? Parce que si Dieu, la source, l'amour, appelez-le comme vous voulez, vous met cet individu dans votre espace, c'est qu'il a un cadeau à vous transmettre. Et tu sais, les personnes les plus timides, celles qui ne parlent pas, ce sont des trésors. Ils portent en eux des choses qu'ils n'osent pas. Et c'est avec ton regard que peut-être il va se sentir suffisamment en confiance pour s'exprimer et te délivrer quelque chose qui va peut-être changer ta vie. Donc, est-ce que tu te rends compte que, justement, juste de choisir un morceau de mon public, déjà, pour moi, c'est être raciste. C'est pour ça que je parle de démocratie. Oui, tu ne peux pas, comme ça, choisir ton public. Ça, je prends pas. Allez, je fais je vais partager mon message qu'avec des copines. Voilà, d'accord? Et ça, c'est important de répéter que dans l'auditoire, il y a des personnes qui vous ressemblent et des personnes qui ne vous ressembleront jamais. Et moi, je rends grâce à la vie parce que aujourd'hui, j'accompagne des bouddhistes, des gens athées. J'ai même eu, je t'assure, des sataniques. Je t'assure. Je dis, mais il y a un problème quand même. Pas du tout. Si tu savais derrière tout l'amour qu'ils recherchent, incroyable. J'ai eu des personnes qui sont des maîtres yodistes, je sais pas comment on appelle ça, qui sont dans le prana. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je les retrouve dans mes formations d'art oratoire? Eh bien, c'est le un. C'est l'unicité et c'est ce regard que l'on offre à tout le public. Parce qu'à un moment donné, quand tu prends la parole, ton message il est plus important que toi. Ça, c'est une clé importante aussi. Ok. J'en ai donné 2. La troisième, c'est que le message il est plus important que ta personne incarnée sur Terre. Ton message, il vient d'en haut pour moi. C'est un don, c'est une pépite. Et ce message-là, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur. Et donc, il est important que tout le monde puisse l'accueillir et que tu sois, toi, en tant qu'oratrice, en capacité de l'incarner et de le faire rayonner sans avoir l'envie de mettre des idoles entre toi et ton message. Il est destiné à tout le monde. Tu comprends? Et donc, ton regard est censé toujours être le plus universel possible. Et ça, c'est important. Il faut vraiment que je le rappelle parce que, bon, on a tendance à croire que, oui, je parle à une niche. Moi, non, tu parles à un cœur. Un cœur qui est vivant, qui est blessé. On a tous le même cœur, on vient tous du même endroit. Pour moi, ma tradition, c'est le ciel. Ah, j'adore. Et tout à l'heure, tu parlais justement tu vois, du fait que ça t'est arrivé plusieurs fois de t'évanouir sur scène, de fuir une Ouais, scène. deux fois. 2 fois. Et de fuir une scène, de pas être à l'aise devant un public. Ce serait quoi, tu vois, une première action, un premier exercice que les gens qui nous écoutent pourraient commencer à mettre en place pour dépasser cette peur de prendre la parole, tu vois? Commencer à se confronter à cette peur, peut-être que, je sais pas, ça peut être se mettre dans des situations un peu embarrassantes dans leur quotidien, tu vois, qu'est-ce Ouais, qu'on vraiment. pourrait faire? Alors, se lancer des défis très simples à la hauteur de ce qu'on est en capacité de supporter, bien sûr. Donc, ça peut être, par exemple, se lancer dans une vidéo. Voilà, je fais un réel et je vais m'engager auprès d'un public. Parce qu'en fait, ça, c'est des études qui le disent, quand tu t'engages en public, si tu veux, ton subconscient, il se met en mode algérien, tu sais, et j'y vais quand même. Donc, tu sais, donc c'est important de se dire, tu sais quoi, je me lance un défi et je le déclame à tout le monde. À partir d'aujourd'hui, je vais lancer, je sais pas moi, sur 7 jours, un réel par jour. Se lancer des défis tout en disant, je n'ai aucun enjeu. Parce que ce qui nous empêche, d'accord, d'aller, c'est la croyance que l'on maîtrise le résultat. Et ça, dans toutes les sagesses universelles, on nous dit quoi? Tu es responsable des moyens, mais pas des résultats. C'est pas toi qui changes les cœurs des gens, d'accord? C'est une autre force, et puis c'est surtout l'autre. Toi, tu es responsable de ce que tu dis, mais tu n'es pas responsable de ce que l'autre, de la manière dont l'autre le reçoit. Première des choses. Donc, lancez-vous des défis, commencez et retirez tout enjeu. Vraiment de vous dire, c'est un jeu. La vie et pour moi est un jeu, est un jeu sans enjeu. Même une négociation, etc. De lâcher cette notion de performance et faut absolument que j'ai des likes ou que sais-je. Ou, par exemple, il y a une personne que vous aimez profondément, eh bien, vous allez lui demander, c'est ce que je fais moi souvent dans mes formations, c'est prends quelqu'un que tu aimes, tu sais qu'il ne va pas te juger et tu vas t'entraîner avec lui. C'est un camp d'entraînement où tu vas lui dire tout ce que tu n'aimes pas chez elle. Tu vas commencer à te positionner, à dire non, parce que c'est toujours la peur que l'autre nous rejette, On ne prend pas la parole parce qu'on a peur, si je parle des entrepreneurs, d'être critiqués dans les commentaires.
95% des cas, c'est ça, de recevoir une vague de haine, qu'on ne soit pas d'accord avec ce qu'on dit. Mais j'ai envie de te dire, le leadership, c'est ça. C'est qu'au début, ton message, il peut faire rire. Après, il peut être dangereux. Jusqu'à un moment donné, il va devenir logique. On va dire, bah oui, mais ce qu'elle disait, c'était évident. Donc, à un moment donné, c'est à vous de voir si vous souhaitez ancrer en vous la vérité qui est la suivante. Le message que je transmets est plus important que ma personne, c'est-à-dire que mes petits problèmes, que ceux qui vont m'insulter. Et j'en connais un rayon sur le sujet, hein, d'accord. Prendre la parole au risque de déplaire, c'est aussi quelque chose qui se travaille dans l'art oratoire. C'est pour ça que l'art oratoire, pour moi, est une magnifique porte ou une entrée qui permet de travailler la confiance et l'estime de soi. Parce que quand tu prends la parole, Mariam, absolument toutes tes blessures s'activent. Tout. Tu as un warning, tu as tous les types de langage, tout, absolument tout. Tu as un malaise intérieur, tu es gêné, t'oses pas, tu perds le fil de tes idées. Il y a des personnes qui apprennent par cœur, je comprends pas. Ils apprennent par cœur, il n'y a plus de spontanéité, c'est horrible, il n'y a plus de vie. Donc là, tu te dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui parlent trop vite, tu comprends qu'en fait, elles veulent fuir le public. Les personnes qui sont trop dans la perfection du verbe, tu comprends qu'elles ont un driver soit parfait, fait des efforts ou fait plaisir. Tu vois tout là, voilà, moi je suis formée à ça, je vois tout. Et là, on retire, tu sais, comme chaque pelure d'un oignon, jusqu'à rentrer vraiment au centre de ton épicentre, en fait, rentrer dans qui tu es véritablement. Donc, si tu te lances un défi sans enjeu avec une amie, tu peux déjà comprendre que tu ne seras pas morte. Tu ne vas pas mourir parce que tu dis à une amie, tu sais, quand tu m'as parlé comme ça, bah, ça m'a blessée et plus jamais. Parce que c'est pas juste pour moi. Et quand je m'exprime et que je te le dis, je me priorise parce que pendant des années, je t'ai laissé me parler comme ça et c'est pas toi le problème, c'est moi. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils sont même pas obligés de commencer par des vidéos ou des choses qui peuvent les... Ça peut être avoir une conversation avec un proche qu'ils n'osent pas avoir, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui sera bienveillant. Tu vas pas commencer à transmettre aux gens, va voir une personne qui te déteste et dis-lui ce que tu penses. Non. Tu sais pourquoi? Là, c'est clair. Le monde, il est fait de deux choses. Émotion, relation. Imagine un monde, Mariam, sans émotion, sans relation. À quoi ça ressemblerait? Terrible. Je ne sais même pas à quoi ça ressemblerait. Moi non plus. Je ne sais même pas si ce serait l'enfer ou le paradis. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui nous fait souffrir aujourd'hui? C'est les émotions et aussi les relations. Il n'y a que ça. C'est les émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, si tu veux changer ta manière de communiquer, apprivoise, éduque tes émotions. Au lieu de fuir la colère, va la vivre pleinement. Je sais pas moi, plonge dans un océan ou va dans une piscine et hurle. Par exemple, tu vas lâcher des choses, des pourritures qui sortent. Va courir, va dans une forêt, casse des assiettes. Mais tu peux pas garder cette colère en toi. C'est ta honte, parce que dans la prise de parole, c'est souvent la honte. Oui, la honte, c'est la peur du jugement, la peur de ne pas être reconnue, la peur de ne pas être intelligente. Il y a énormément de peur. La peur de ne pas être intelligente, la peur d'avoir peur, la peur de ne pas être comprise, la peur d'être critiquée, la peur que l'autre ne soit pas d'accord, la peur que l'autre te dise c'était pas assez, c'était trop. Tout ça, ça vient d'un programme téléchargé de 0 à 3 ans, de 0 à 13 ans. D'accord? Donc, puisque tu as peur de vivre des émotions, le mieux, c'est d'aller les vivre dans un espace sécuritaire. C'est-à-dire quand tu es en sécurité pour vivre la colère. Là, tu peux me dire, mais Daoula, comment je suis en sécurité en même temps je vis la colère? D'accord? Alors là, c'est de la schizophrénie métaphysique. Tu vas aller chercher, Philippe Guillemont, Philippe Bobola parlent de double quantique. Un double. C'est la meilleure version de toi-même, on va dire. On appelle ça comme ça dans le dev perso. Moi, j'appelle ça l'être originel. Celui qui existait avant même que tu sois incarné dans ce corps. D'accord? Lui, tu vas le prendre. Cette entité-là, tu la prends. Tu la rentres en toi. Et après, tu as l'entité terrestre qui souffre, qui a des émotions, et tu les fusionnes. Et tu ne t'inquiètes pas, tu es en sécurité. Ça, on le revoit dans le coaching somatique, on le voit dans toutes les libérations émotionnelles. Parce que c'est prouvé maintenant que ce que tu vis à l'intérieur de toi, c'est une vibration. Et quand tu vibres, un nœud, tu sais, quand tu as un nœud dans le ventre, qu'est-ce qu'on fait? Allez, viens, on va aller faire du shopping. Va regarder un film Netflix. Viens, on part en vacances, ça va aller mieux. Oui, c'est un pansement, ça va aller mieux le temps de l'activité. Mais quand tu rentres chez toi et que tu es seul, ça revient parce que peut-être que là, une amie t'a appelé et elle a retenti, elle a réactivé l'émotion du passé. Donc, à chaque fois que tu as mal, dites-vous que c'est une opportunité de libérer. Et plus tu libères, et là, c'est fantastique, Mariam, quand tu libères toutes ces vibrations en te laissant traverser, bon, il y a des manières de faire, je vous l'accorde. Qu'est-ce qui se passe? Tu attires à toi une autre ligne de temps.
t'attires à toi, non plus les vibrations du manque, mais la vibration de la joie. Parce que quand tu acceptes de te laisser traverser par la honte, et moi je l'ai fait ça, quand quand je me suis évanouie en plein kick-off, j'étais à l'époque financière, j'arrivais pas à sortir un mot, j'étais asséchée. Et tu sais, quand tu n'as pas d'outils de sécurité intérieure, j'avais les outils rhétoriques et d'éloquence, hein, mais j'avais pas les outils de sécurité intérieure, de verticalité. J'étais en panique, je voyais tous ces yeux de mes responsables. Je me suis raconté un film, j'étais en plein script, en plein narratif catastrophique. D'un point de vue chimique, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une montée de chaleur, je me suis évanouie. Les pompiers sont arrivés, m'ont ramenée. J'avais tellement honte de dire que je n'assumais pas ce que j'avais fait. Je leur ai dit, oui, j'ai fait une crise d'hypoglycémie. Voilà, ok. J'ai compris grâce à cet événement-là, d'accord, que j'étais en mode survie, que mon système nerveux n'était pas régulé. Et justement, est-ce que tu as un outil ou une pratique simple qu'on pourrait commencer à mettre en place pour se réguler Complètement. Bah, juste déjà de respirer profondément, de revenir à vous, de vous asseoir et d'avoir cette posture de dignité oratoire. Je ne sais pas si on me voit là, mais le cœur ouvert, parce que le cœur est un vortex, hein, d'accord. Tu l'ouvres, porte de tête vers le ciel et tu t'ouvres à la vie et juste tu prends le temps d'inspirer, d'expirer profondément et tu te concentres et tu mets toute ton attention sur l'air qui entre au niveau des narines et ensuite tu expires par la bouche et tu ouvres bien la bouche, d'accord. Et tu décolles la langue du palais pour libérer, tu sais, laisser le centre de gravité agir sur toi, d'accord. Et plus tu vas le faire, au moins 5 minutes, inspirer, expirer, et au plus tu vas déjà sentir que tu es moins agité. Parce que parfois, l'ego s'agite à l'intérieur de nous. Et là, tu vas rentrer à l'intérieur de toi et tu vas prendre conscience que tu respires gratuitement. Est-ce que tu réfléchis quand tu respires? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce qu'on se rend compte de tous les bienfaits que l'on a à l'intérieur de nous? Et juste se dire, waouh, j'ai en moi un mécanisme automatique qui me permet de vivre, d'être en vie, et à une force qui me dépasse, qui me maintient en vie sans que j'ai besoin de faire le moindre effort. Eh bien, la vie, c'est ça. On a des anges gardiens qui veillent sur nous. On est dans une matrice incroyable. Et quand tu prends conscience que, mais ouais, j'ai un cœur qui bat, j'ai tout un système à l'intérieur, une machine de guerre incroyable, je suis vivant, ça ne me demande aucun effort, et moi, je veux contrôler la réaction d'un tel, j'ai aucun pouvoir sur les autres. J'ai un pouvoir sur mon état intérieur, et c'est le cas dans toutes les sagesses. Ce que tu vois à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, va travailler ton jardin intérieur, et juste la respiration consciente, c'est très simple, il n'y a rien de spirituel, de farfelu. Et c'est très scientifique. Tu respires sans réfléchir. Complètement. Voilà. J'aime beaucoup. Je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que beaucoup de femmes ont du mal à prendre la parole et à s'exposer au regard des autres, aussi spécifiquement par rapport au rapport qu'on a avec notre image, tu vois, notre image physique, notre apparence, est-ce qu'on est belle, est-ce qu'on n'est pas belle, est-ce que... Comment est-ce que toi, tu as évolué sur ce sujet-là et qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui nous écoutent et qui auraient envie de s'affranchir, tu vois, de cette peur de ne pas être assez belle par rapport aux critères de la société et de pouvoir justement mettre au premier plan leur message plutôt que leur apparence? Bah, tu as très bien déjà compris le concept de mon message est plus important que ma personne, c'est-à-dire mon physique, ma plastique et ce que les autres pensent. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail intérieur avant de prendre la parole. Avant de prendre la parole et d'avoir un impact et travailler son leadership professionnel, va bosser ton leadership spirituel, ton leadership conscient. Va déjà voir ce qui se passe dans tes pensées, dans tes émotions. Va entendre ce qui se raconte. Bon, nous, on a une radio à l'intérieur, surtout les nanas, radio mytho. T'es pas assez. Est-ce que tu vois la société dans laquelle on vit? Aujourd'hui, moi, j'accompagne certaines influenceuses. Elles ont 33 chirurgies dans la tronche. Excuse-moi. Elles ont 33. Je ne sais même pas comment. Je n'arrive pas à avoir le mot. C'était des beautés. Mais en fait, elles ont voulu ressembler à un filtre. Donc, elles ont un visage. Enfin, déjà, elles se ressemblent toutes. D'accord? Donc, déjà, si tu n'acceptes pas ton image, pour moi, ça, c'est encore une idole. C'est-à-dire que les standards de beauté imposés par l'industrie de ce milieu-là sont des idoles. Ça veut dire, d'ailleurs, on le voit en Afrique, regarde.
Regarde le nombre de cheveux, enfin en tout cas les Africaines qui ont des cheveux afro. Aujourd'hui, tu as vu comment ça revient à la mode? Les boucles. Mais pendant des années, elles ont fait des lisseurs, elles ont tout cramé. Elles ont utilisé des produits qui sont conçus pour des cheveux d'Européens, pour ressembler à des Européens, les perruques. Mais si tu vois le nombre de personnes que moi je retrouve avec tu sais, des trous au niveau des cheveux, de l'alopécie et tout ça, mais je me dis, mais pourquoi? Pour ressembler à des standards. Donc il y a une responsabilité individuelle de se dire, pourquoi j'ai la croyance que pour être aimé par un homme ou par la société, je dois ressembler à ce qu'on me vend depuis des années. Je vais être un peu has-been, mais dans Santa Barbara, Melrose Place et les Feux de l'amour et je sais pas tout ça. Moi, je n'ai pas de télé chez moi, donc je sais pas trop ce qui se passe actuellement. Mais pourquoi est-ce que j'ai aussi peu d'estime pour moi pour me charcuter le corps, m'empêcher de manger, m'empêcher de kiffer? Moi, je suis une bonne vivante, je mange tout, tu vois, et je grossis pas. Pourquoi? Parce que je mange en conscience. D'accord? Je prive pas mon corps. Je lui dis pas, on va manger. Mais attention, dans 2 jours, on fait un régime. Qu'est-ce qu'il va faire ton inconscient? Il va stocker. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu sais que c'est prouvé Ah oui, scientifiquement. c'est prouvé Ça s'appelle scientifiquement. la restriction cognitive. Ça, Ah c'est oui, un oui, réel phénomène. complètement. D'ailleurs, et pour ça que pendant les formations d'art oratoire, on mange de manière très, très consciente. Je ne les lâche pas. Elles me disent, mais Daoula, tu ne nous lâches pas, fous-nous la paix. Vous allez manger de manière consciente. Celles qui ont des problématiques de poids, vous allez comprendre que vous mangez vos émotions quand vous mangez. Et que parfois, le silence, ça vous dérange. Et bien là, on ne parle pas. En art oratoire, on ne parle pas quand on mange. Parce que les silences, c'est une communication. Et elles sont en panique, elles sont là. C'est bizarre ce vide. Non, non, ce n'est rien. Il n'y a rien de bizarre. Ce qui est bizarre, c'est ce que tu viens de dire. Reviens à toi. D'accord? J'adore. Non, mais vraiment. Donc, elles apprennent à manger, à mâcher, à entendre, à déglutir, etc. La déglutition, elle est super importante. Qu'on retrouve d'ailleurs, c'est un concept d'art oratoire. Incarne, vis, sois dans ce que tu dis. Déguste le mot. Ne le crache pas, ne le vomis pas à ton public en mode par cœur. Il va être reçu de manière trop violente. C'est comme si tu offrais un colis. Donc, pour revenir à la question qui était... J'ai oublié. Le rapport à l'image avec... Oui, l'image. Voilà. Donc déjà, c'est 1, pourquoi est-ce que tu t'acceptes pas? 2, qui t'a dit? Où t'as entendu? Oser remettre en question les croyances et les pensées répétées. D'où ça vient? Tu verras que c'est souvent 0,13 ans. D'où ça vient? Qui t'a dit que elle était plus belle que toi? Si tu es une femme, que tu es dans une fratrie, où tu as été comparée, dans la culture, par exemple, je sais pas, moi, il y a certaines cultures où on aime beaucoup les yeux clairs, tu vois, tout de suite, et la personne qui a une peau un peu plus bronzée, c'est mal vu. Il y a des certaines cultures comme ça. Si tu as été comparé avec une sœur, ou on t'a comparé à quelqu'un, ça laisse un ancrage. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas grandir, tu vas te comparer au modèle de société où on te fait croire que c'est comme ça que tu seras aimé. Moi, je sais que pendant des années, j'ai fait des brushings, j'ai massacré mes cheveux. Maintenant, je galère pour les rendre, tu sais, pour leur donner une forme naturelle. Tu vois, où on se colore les cheveux. On veut changer. Tout ça, ça va agir sur ton leadership intérieur. Parce que quand tu changes quelque chose, pose-toi la question, c'est pour plaire? C'est pour être conforme? C'est pour entrer dans des cases? Donc à toutes ces femmes aujourd'hui, moi, je les invite juste à commencer par une toute petite chose. Demain matin, autorisez-vous à laisser transparaître une partie naturelle de vous-même. Un tout petit truc. Moi, j'avais commencé à sortir sans maquillage. Ah ouais, ça c'est... D'ailleurs, très souvent, hein, c'est parce que là, on est en podcast, etc. Voilà, j'aime bien. Mais ça m'arrive très souvent. Ou même en basket. Par exemple, une personne qui porte toujours des talons, qui est très apprêtée. Moi, on peut me croiser au Monoprix, claquettes, chaussettes. Parce que ça travaille sur ton image. Tu vois? Et ça travaille sur ton regard des autres aussi, ton rapport au regard des autres. Complètement. Et du coup, de t'exprimer. Exactement. Complètement. Du coup, quand tu es libéré du regard de l'autre, tu as moins peur de leur jugement sur toi. Moi, je sais que quand j'ai fait un voyage spirituel en 2018, j'ai mis un turban. Le fait d'avoir porté un turban, ça m'a énormément aidé, tu vois, à me libérer de cette notion que voilà, le cheveu, ça fait partie de la beauté ou que sais-je. Non, je me dis, tu sais quoi? Je vais me créer une nouvelle identité. Voilà. Et je vais voir si, au travers les yeux des gens que j'aime, il y a quelque chose qui change ou pas. Parce que c'est jamais les autres le problème, c'est moi. Comment ça m'a aidé à travailler le regard de l'autre? Déjà, j'ai économisé énormément de produits de beauté. Déjà. J'ai arrêté de faire mes brushings. Enfin, je me suis libérée d'énormément de choses. Pour moi, ça a été là encore, c'est un outil pour moi qui m'a libérée. Mais on n'est pas obligé de passer par là. OK? Donc, autorisez-vous déjà, parce qu'on a chacun ses démons. Bien sûr. Tu vois, moi, ma tinea, c'était quelque chose de super important.
Donc, je me suis libérée de ça. D'autres, ça va être peut-être le maquillage. Elles ne peuvent pas sortir sans. D'autres, ça va être leur corps. Tu vois, elles ont besoin d'être sexy par rapport pour être vues. Parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a certaines stars que j'ai croisées. Tu vois, tu les vois sur scène, c'est des machines de guerre. Oh, waouh! Et tu les vois dans un défilé, elles parlent à personne. Si tu leur retires leur artifice, elles sont en PLS. Mais c'est des amours. Tu leur dis bonjour, elles ne savent même pas s'exprimer. Ah, oui. Elles ont du mal à... Mais elles sont, tu sais, entourées d'énormément de... Le maquillage, les vêtements, l'hypersexualisation pour exister. Alors que quand tu creuses un peu, elles n'ont pas besoin d'autant. Elles ont besoin d'être vues, mais en même temps, elles ne montrent pas ce qu'elles sont. Tu vois, c'est des protections, tout simplement. Moi, j'appelle ça l'imperméabilité qui sert à rien. Tu te protèges des autres, mais en réalité, c'est toi que tu as peur d'exposer. Donc, si tu as peur d'exposer une partie de toi, tu n'es jamais toi. Et quand on prend la parole, c'est important d'être 100% toi. Complètement. Voilà. Complètement. À quel point est-ce que c'est important d'oser déranger, d'oser être égoïste, d'oser être vue comme la méchante quand on veut réveiller et révéler son leadership en tant que femme? Bon, déjà, Mariam, j'ai fait un réel dessus, mais tu seras toujours la méchante dans l'histoire de quelqu'un. Tu peux faire ce que tu veux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai essayé pendant des années. Vous pouvez tester toute votre vie et faire en sorte que vous allez plaire à tout le monde. C'est impossible. D'ailleurs, c'est une clé aussi en art oratoire. Tu ne feras jamais l'unanimité. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand tu dis, voilà, enfin... Ed Milet, quand il disait moi je regarde qu'une partie du public parce qu'il y a une partie pas ce qu'il disait, il disait qu'il se concentrait, parce que il disait que justement statistiquement c'est impossible de plaire à tout le monde et voilà. que dans son esprit là je suis plus d'accord, mais il est obligé à un moment donné d'offrir un regard d'accord, à tout le monde. Et effectivement là où je suis d'accord avec lui, c'est que tu ne peux pas polluer ton énergie avec des personnes qui ne croient pas en ton message. D'accord? Donc déjà, il y a cette notion-là. Maintenant, quand tu dis, voilà, le fait qu'on ait envie de plaire à tout le monde ou pas, c'est pas possible. Et à quel moment tu oses déranger quand tu es persuadé que tu dis la vérité? Parce que c'est ta vérité à toi. Moi, ce que je dis, c'est que voilà, je ne vous impose pas la vérité, elle vient des cieux. Mais quand toi, tu vis une expérience, tu l'as vécue, qui c'est qui l'a vécue? C'est toi. Quand tu partages une expérience, quand tu as des chiffres, quand tu as des choses qui fonctionnent, mais qui ne sont pas encore audibles, il y a une voix qui va te dire « Non, ils ne sont pas prêts » ou « Tu risques de perdre des amis ». Moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'amis. J'ai vécu des moments extraordinaires, mais j'ai perdu beaucoup d'amis quand j'ai commencé à parler d'universalité, de l'amour de Dieu universel, quand j'ai commencé à oser remettre en question certains savants. Mais on m'a dit « Mais tu te prends pour qui ?» Déjà, tu portes pas le costume qui te donne la légitimité de parler comme ça. Sauf pour moi, la foi, c'est une expérience. Une foi, c'est inné, c'est à l'intérieur de toi. Et ensuite, tu as les croyances. Donc, pour moi, la limite, elle se situe dans ce que tu incarnes. Ne transmets jamais quelque chose que tu n'as pas vécu dans ta vie. C'est une grosse erreur parce que ça va se savoir. Hein? On le voit dans l'accompagnement, ça pilule de faux coachs, excuse-moi, je suis obligée d'en parler. Des personnes qui n'ont même pas vécu la moitié de ce qu'ils transmettent. À l'heure où ChatGPT te donne toute la formation à construire, mais ça sent. Tu vois, tu vas pas parler, je sais pas moi, de la perte d'un enfant si tu l'as pas vécu. Tu peux en parler de manière, voilà, tu peux pas dire voilà, je suis champion de natation si tu as juste lu des livres. À un moment donné, je sais pas, maîtrise, vis, transpire-le, parce que c'est positif, mais il y a aussi des choses inconfortables dans ce que tu transmets. Donc pour moi, la limite, elle est dans l'incarnation. Donc moi, j'ose déranger quand je sais que c'est moi qui ai porté mes chaussures pour vivre ça. Donc tu vas pas commencer à me raconter des sornettes et à me dire non, tu n'as pas le droit d'en parler. Je l'ai vécu, je sais que ça marche. J'ai 3000 personnes, je sais que ça fonctionne. Ma méthode, elle est, je sais. Donc peut-être que toi, elle te dérange, mais moi, je sais qu'elle fonctionne. Je l'ai vécue dans ma chair, voilà, et je la vois transformer des personnes. Donc elle est là, la limite. Sauf que, oui, tu vas être critiqué, bien évidemment. Tu peux perdre des personnes. Et là, c'est une autre clé, c'est que je porte la croyance que la vie est une succession de rencontres. Et que les rencontres ne sont pas forcément destinées à durer toute ta vie. Et ça m'a beaucoup libérée. Parce que j'avais vraiment cette notion de ce rêve bleu, tu sais. Oui, on va être amis à vie, tu vois. Oh là là, tu vas être ma collaboratrice à vie. Eh ben non. Et à un moment donné, les relations meurent. Et d'autres arrivent à toi. D'autres, elles sont même offertes. Tu te dis, waouh, mais il n'y a rien qui était mauvais.
C'est pas la personne qui était pas bonne. C'est juste que là, toi, tu as atteint un niveau de conscience, elle a atteint un niveau de conscience, vous vous croisez plus. Et c'est pas que tu es supérieur ou pas. Non, c'est juste qu'à ce moment-là, pour son éveil, tu n'es pas la bonne personne. Et pour ton éveil, c'est pas la bonne personne. Donc Dieu va te les retirer. Mais si tu t'attaches à ça, Mariam, tu peux pas te développer. C'est hyper intéressant. Ben, ça me fait penser à ce que tu disais au tout début, tu vois, sur la spiritualité, la religion, remettre un peu en question le comportement parfois de notre famille, tu vois. Comment est-ce que tu oses et comment est-ce que tu arrives à justement respecter ta vérité à toi quand elle vient clasher avec les gens que tu aimes le plus, qui sont parfois des membres de ta famille, et où tu arrives presque à la conclusion que c'est ma famille, cette personne, je l'aime de tout mon cœur, mais si je veux honorer et respecter ma vérité, je ne peux pas continuer à avoir la même relation ou parfois même une relation avec cette personne. C'est un sujet très existentiel. J'adore ta question. J'aime toutes tes questions. Vraiment, c'est très profond. C'est dur. Je vais pas mentir. C'est pas facile. Mais à un moment donné, tu vas pas avoir le choix. Par contre, là où il y a une petite arnaque universelle, c'est que si on t'a fait croire que ta famille et ton clan étaient le seul endroit où tu étais en sécurité, où tu recevais de l'amour, et que c'est pas le cas, mais que tu n'as pas d'autre sas, tu n'as pas d'autre espace où tu es en sécurité, c'est très compliqué de faire ce travail-là, d'accord ? Donc c'est pour ça que pour moi, la spiritualité, et qu'importe le nom qu'on lui donne, elle est fondamentale. Pourquoi ? Ça te permet de créer un autre sas de sécurité où quand on te rejette, tu es accueilli. Bah oui, attends, on va te rejeter. Tu vas te retrouver où à la rue ? D'un point de vue métaphysique, t'es où ? T'es toute seule. On n'est pas fait pour être seule. À un moment donné, moi, je me suis retrouvée, c'était en 2009, suite à un choix que j'ai pris, une décision que j'ai décidé d'honorer, la vérité. Voilà, il y avait un mensonge, j'ai décidé d'honorer la vérité. Je ne peux pas en parler. J'ai perdu contact avec toute ma famille. Et tu sais, nous, chez les Algériens, les Kabyles, la famille, c'est important, tu vois. Pendant quelques mois, j'ai plus de... Voilà. Eh bien, ça a été très difficile, mais ça a été le moment de ma vie où je me suis le plus verticalisée. C'est-à-dire ? Je me suis reconnectée à mon essence. Et c'est même là où, j'ose le dire, Daouila Salmi est née profondément. Parce que quand toute ta vie, c'était après le décès de mon père, 8 ans, 9 ans après, c'est très, très frais, hein, tu sais, pour moi, c'était hier. Et que il te reste, c'est ta fratrie, c'est ton sang. Tu as besoin de ce clan, d'accord ? Et qu'à un moment donné, tu prends des décisions qui font que du jour au lendemain, tu n'as plus de lien avec eux. Mais qu'est-ce qui te reste si ce n'est toi-même ? Il ne te reste rien. Il te reste toi et toi et toi. Donc là, tu te dis, mais c'est incroyable. J'ai pu faire des sacrifices, j'ai pu faire des choix pour rester dans ce clan. Et je suis sûre que ça va parler à beaucoup de gens. On fait des choix, des sacrifices, des décisions. On suit des domaines... parce que du coup, c'est là où j'ai commencé à changer de secteur d'activité. J'ai voulu être entrepreneur. C'est là où j'ai commencé à remettre en question mon travail. Donc, tu commences à prendre conscience que pendant des années, tu t'es sacrifié à porter un masque pour faire plaisir à un clan. C'est pas le clan le problème, hein, c'est toi, hein. Eux, ils sont tranquilles dans leur vie, hein, ils sont bien dans leurs croyances. Mais toi, tu t'es menti, tu t'es trahi, tu t'es pas choisi pour entrer dans un moule. Et le jour où tu dis la vérité, on te balaye. Et là, tu te dis, tu as deux choix. Soit tu es la victime. Comment ça ? Après tout ce que j'ai fait, mais moi je vous aime, mais moi j'ai fait ça pour vous, j'ai choisi une filière pour vous. Nanana. Tu commences à te raconter toute une histoire. Tous mes choix, je les ai faits pour vous. Et là, je dis la vérité. Et vous m'éjectez comme ça et tout. Et tu pleures. Et là, tu rentres dans un procès de victime et tu risques de tomber sous l'emprise d'un manipulateur. Ok ? Soit, deuxième choix, et moi depuis 20 ans, je m'intéresse beaucoup à des spiritualités, j'en ai fait beaucoup. Et celle qui m'a le plus remplie, parce qu'elle reprend toutes les sagesses de Adam à Mohamed, je me suis dit, mais tiens, c'est une famille que je connais à l'intérieur de moi. Et c'est pas les gens, c'est vraiment moi et mon rapport à Dieu. C'est-à-dire que j'ai commencé à me plaindre auprès de lui. Et tu sais ce qui s'est passé aussi, et je pense que ça va te parler, c'est que puisque j'avais plus besoin de porter un masque pour faire plaisir, j'ai commencé à prendre des décisions qui n'avaient plus besoin de leur validation. T'as vu le cadeau ? C'est un cadeau. Mais si j'avais pas vécu cette absence, cette séparation, alors qu'en fait, on n'est jamais séparés, hein, d'accord ? Mais si je l'avais pas vécu concrètement, eh bien, j'aurais jamais osé remettre en question tout mon système familial.
je me serais jamais reprogrammée et surtout, j'aurais jamais osé prendre des décisions parce que là, j'avais plus besoin de dire t'es d'accord ou t'es pas d'accord, maman, nana. J'avais plus besoin, j'avais plus personne. Donc, j'ai commencé à oser aller vers des gens, des événements, des situations complètement différentes. Mama, ma best life. Vraiment. Et elle est revenue et du coup, j'ai renoué avec ma famille. C'était complètement naturel, comme si on n'avait jamais été séparés, mais j'étais devenue quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ils l'ont vu. Mais aujourd'hui, ils acceptent pleinement ce que je suis. On n'est pas d'accord sur plein de sujets, mais on s'aime d'amour. C'est très sain parce que je suis moi. Et j'ai posé mes limites. C'est hyper intéressant ce que tu dis, mais tu vois, ça me fait penser à quelque chose. La question que je me pose, c'est comment tu fais à partir du moment où tu es en pleine présence, t'incarnes pleinement cette nouvelle version ou cette version de toi qui est la plus vraie en fait, en réalité. Quand ta famille ou ton clan d'origine revient vers toi, comment est-ce que tu fais pour ne pas garder du ressentiment dans ton cœur? Pour le fait qu'il ne t'ait pas accepté ou qu'il n'ait pas accueilli ta vérité au moment où c'était important pour toi. Je comprends très bien que tu vas voir la bénédiction, le cadeau caché derrière, mais il peut y avoir une part humaine de nous, une part un peu Ouais. peut-être dans l'ego qui se dit « Ah, ils m'ont lâché, je sais pas si je peux vraiment les Complètement. Ouais. réaccueillir. » C'est très juste parce que du coup, tu as cette polarité en toi. Hein. Tu es bipolaire, hein. Tu es schizophrène. Parce que du coup, moi, pendant ces 2 ans, c'est là aussi où ça dure 1 an et demi, je sais plus trop. Franchement, je me souviens plus. Mais c'est là où j'ai vraiment nourri ma foi. C'est-à-dire que vraiment, Mariam, je pleurais sur mon tapis de prière, quoi. Je pleurais. J'avais Khanouna, tu sais. J'étais vraiment mal, quoi. J'étais dans un état où je comprenais pas. Tu sais, je tremblais, mon corps, il tremblait. Tu vois, c'est comme si tu abandonnais un enfant. Donc moi, il y a toutes mes blessures de l'enfant qui sont arrivées. J'avais plus de père. Et en plus, tout d'un coup, je perds comme ça ma famille. Donc, et on le vit. Tu n'as pas besoin de perdre toute ta famille pour vivre ce sentiment d'abandon. Tu n'as pas besoin de vivre ce que j'ai vécu pour le vivre. Il y en a, c'est juste, on m'a pas invité au restaurant. Ça enclenche ce moment d'abandon. D'accord? C'est trop vrai. Hein, on est d'accord, voilà. Donc, c'est juste Donc, moi, j'étais déjà dans la spiritualité, donc j'avais déjà fait un travail thérapeutique, donc j'ai compris le cadeau après. Mais quand, effectivement, ils sont revenus dans ma vie, voilà, de manière très naturelle, j'ai tout simplement compris, parce que je t'ai dit, je fais de la métaphysique, etc., que dans l'invisible, ils ont reçu un message. Alors, c'est pas de la médiumnité, je m'explique. Quand on te manipule, c'est que tu es manipulable. D'accord? Quand tu es influencé par quelqu'un, c'est que tu es influençable. Tu peux pas dire oui, il m'a manipulé, il m'a trahi. C'est parce qu'il y a une part de toi qui était trahie. Donc moi, j'ai pris conscience à ce moment-là. Il y avait la fierté algérienne. Bah non, non, attendez, je me débrouille très bien sans vous et tout ça. Il y avait même la peur de me dire oula, ils vont peut-être revenir et contrôler ma vie. Oh non, non, je suis trop bien dans ma liberté. Mais quand tu as peur de perdre ta liberté, tu n'es pas libre. C'est très subtil. Et donc, je me suis dit, bah non, en fait, Dieu t'offre cette matière brute pour voir si ce que tu as incarné en mode One Again Life Fever toute seule, si tu es prête maintenant à véritablement le vivre dans la matière, parce que ça m'a permis de me former pour me préparer à ce que j'allais vivre après dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai compris ça. Vraiment, moi, c'est la spiritualité, c'est les textes, c'est l'incarnation. Je me suis dit, ça y est, c'est un saut quantique qui va s'inviter à toi. Est-ce que maintenant, ce que disait d'ailleurs Eckhart Tolle, il disait, si tu veux vraiment savoir où tu en es dans ton éveil, passe un week-end avec ta famille, un truc comme ça. Voilà. Donc, tu sais, moi, j'étais 2 ans, l'amour, là, c'était facile. Il n'y a plus personne qui te contredit. T'es bien, on est d'accord. Tu choisis ta vie, tu choisis tes amis, tu fais tes choix. Et là, tout d'un coup, mince, oh purée, tu vois. Et je l'ai vraiment vu pour moi comme une étape de croissance. Voilà. J'adore. Bon, j'ai une tradition à la fin du podcast où Génial. tu pioches une carte et il y a une question dans la carte à laquelle tu dois répondre justement de la manière la plus vraie et honnête. Ok, super, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de hasard. Eh oui. Et hey, alors. Incroyable. Quelle qualité aimes-tu le plus chez toi? Ah, j'adore cette question. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus chez moi? Eh bien, c'est mon franc-parler. Il peut déranger, mais il vient toujours d'un espace d'amour. Je préfère être l'ami qui ne te caressera pas dans le sens du like, comme j'aime le dire, ou des poils. Je préfère être celle qui te dira tes vérités, celles que d'autres n'oseront jamais, où d'autres n'oseront jamais te dire. Donc pour moi, c'est mon franc-parler. Et je pense aussi, ceux qui me connaissent, c'est que j'incarne ce que je dis. J'incarne au maximum ce que je transmets. Et quand je sens que je ne suis pas au clair, tu vois, il y a des sujets sur lesquels j'ai de l'expérience, mais je ne l'ai pas complètement incarné, l'expérience. Je n'ouvrirai pas ma bouche. Voilà. J'ai besoin d'embrasser, tu vois, de battre presque avec l'expérience pour la voir de manière 360. Et d'ailleurs,
c'est pas forcément positif. Je sais que dans mon équipe, on me dit, mais attends, tu as suffisamment d'expérience pour parler de ce sujet-là. Ouais, mais il y a un faisceau lumineux de cette expérience que j'ai pas encore travaillé. Il y a un rayon là, j'ai pas encore travaillé. Ouais. Je veux pas en parler. Là où d'autres business mentors te diront, c'est pas grave, tu l'as déjà expérimenté. Donc, je pense que ces deux qualités, c'est j'incarne ce que je dis et mon franc-parler. Au J'adore. risque de déplaire. J'adore. Merci Dawila, c'était génial. Merci On va à mettre toi, le lien Mariam. de tous tes réseaux juste Merci. en dessous. Et puis pour travailler avec toi, aussi le lien. Sur mon site, il y a absolument tout. Génial. Contact, Trop bien. sans problème. Merci infiniment. Merci à toi. Exceptionnel, j'ai adoré cet J'ai échange. adoré, vraiment. Merci à toi.